Introduction. L'injustice fait partie de l'expérience humaine la plus universelle, et pourtant l'une des plus difficiles à penser avec justesse. Elle est souvent vécue avant d'être comprise, ressentie avant d'être nommée. Elle surgit dans la relation, dans l'événement, parfois sans visage, parfois sans réponse, laissant derrière elle une blessure qui ne disparaît pas simplement avec le temps. Ce livre est né d'un constat simple, l'injustice n'est pas seulement ce qui fait mal, mais ce qui désoriente. Elle trouble le rapport à soi, aux autres, au monde. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle se transforme souvent en colère silencieuse, en dureté intérieure, ou en renoncement discret. Lorsqu'elle est mal interprétée, elle peut conduire à des réponses qui reproduisent ce qu'elle cherche à combattre. Il ne s'agit pas ici de proposer une théorie générale de la justice, ni de distribuer des verdicts. Ce livre n'a pas pour ambition de dire ce qui est juste dans l'absolu, mais d'explorer comment l'injustice est vécue, comprise et portée intérieurement. Il cherche à distinguer les registres, à nommer ce qui est souvent confondu, afin que la réponse ne soit pas plus violente que ce qui l'a provoquée. L'injustice ne se présente pas toujours sous la même forme. Elle peut naître d'une relation déséquilibrée, d'un jugement porté trop vite, d'un pouvoir exercé sans écoute. Elle peut aussi surgir sans intention humaine claire, au détour d'un événement qui bouleverse l'existence. Confondre ces formes conduit souvent à l'impuissance ou à la dureté. Les distinguer permet déjà de retrouver un peu de clarté. Ce livre propose ainsi un chemin en 3 temps. Il commence par l'injustice relationnelle, celle qui se glisse dans les liens humains et qui, parce qu'elle est souvent banalisée, agit en profondeur. Il traverse ensuite l'injustice face aux événements, celle qui ne répond pas et qui confronte au silence du réel. Il s'ouvre enfin à une question plus intérieure, comment répondre à l'injustice sans se perdre, sans se durcir, sans se réduire à ce qui a été subi. La réponse juste n'est pas toujours visible, ni immédiate. Elle ne consiste pas nécessairement à réparer, à expliquer ou à vaincre. Elle peut être plus discrète, une manière de se tenir, de refuser certaines confusions, de préserver une fidélité à la vie malgré ce qui l'a blessé. Cette réponse ne nie pas l'injustice, mais elle refuse de lui abandonner toute la place. Ce livre s'adresse à ceux qui ont été touchés par l'injustice, directement ou indirectement, mais aussi à ceux qui cherchent à comprendre sans juger trop vite. Il n'invite ni à la résignation ni à la révolte aveugle. Il propose un discernement, afin que la justice ne soit pas seulement une exigence extérieure, mais aussi une justesse intérieure. Le chemin qui s'ouvre ici n'est pas celui d'une solution, mais celui d'une attention. Attention à ce qui blesse, à ce qui se répète, à ce qui se tait. De cette attention peut naître une réponse qui ne reproduit pas l'injustice, et qui permet, malgré tout, de rester du côté de la vie. Partie I. L'injustice relationnelle. Introduction de la partie I. L'injustice relationnelle. L'injustice est souvent pensée comme un événement exceptionnel, un abus manifeste ou une faute clairement identifiable. Pourtant, dans la vie ordinaire, elle se manifeste le plus souvent à travers les relations humaines elles-mêmes. Elle ne surgit pas toujours sous la forme d'un acte spectaculaire, mais s'installe dans des déséquilibres discrets, des paroles qui ne trouvent pas d'écho, des décisions prises sans écoute, ou des jugements posés avant toute rencontre réelle. L'injustice relationnelle est celle qui se produit là où une relation existe déjà ou devrait exister, dans la famille, le couple, l'éducation, le travail, les institutions, ou toute situation où une parole rencontre une autre parole. Elle n'est rarement d'une intention déclarée de nuire. Elle apparaît plutôt lorsque la symétrie propre à toute relation d'âge, de rôle, de fonction ou de pouvoir cesse d'être régulée et devient structurelle. Là où cette asymétrie n'est plus interrogée, l'injustice trouve un terrain durable. Cette forme d'injustice est particulièrement difficile à reconnaître, car elle se dissimule souvent derrière des justifications légitimes, l'autorité, la règle, l'expérience, la normalité, ou même l'amour. Elle peut coexister avec des intentions sincères, ce qui rend sa dénonciation délicate. Celui qui l'a subie hésite alors à la nommer, de peur d'exagérer, de rompre le lien ou de se tromper. L'injustice relationnelle agit ainsi dans une zone grise, où la blessure est réelle mais rarement reconnue. Nommer ces injustices n'a pas pour but d'accuser les personnes ni de fragiliser les relations. Il s'agit plutôt de mettre en lumière des mécanismes humains récurrents, afin qu'ils cessent d'opérer à l'aveugle. Là où un mécanisme est reconnu, il peut être interrogé. Là où il reste invisible, il se répète. L'injustice relationnelle se transmet souvent moins par la volonté que par l'inconscience. Cette première partie explore donc les principales formes que peut prendre l'injustice dans les relations humaines. Elle ne cherche ni à établir une hiérarchie des souffrances ni à produire un discours moral.
Elle propose un cadre de discernement, permettant de distinguer l'erreur de l'injustice, l'imperfection de l'abus, et l'autorité légitime de la domination silencieuse. En entrant dans ces chapitres, le lecteur est invité à une vigilance intérieure, non pour se méfier de toute relation, mais pour apprendre à reconnaître ce qui, dans la relation, devient injuste lorsqu'il n'est plus questionné. Cette reconnaissance n'est pas encore une réponse. Elle est cependant une condition nécessaire pour qu'une réponse juste puisse, plus tard, devenir possible. Chapitre 1. L'injustice dans la famille. La famille est souvent le premier lieu où l'injustice est vécue, et paradoxalement celui où elle est le plus difficile à nommer. Elle s'y présente rarement sous la forme d'un acte manifeste ou d'une violence explicite. Elle s'installe plutôt dans des différences de regard, des silences répétés, des paroles qui blessent sans être reconnues comme telles, ou des préférences implicites qui finissent par façonner durablement l'image que l'on se fait de soi-même. L'injustice familiale est d'autant plus profonde qu'elle survient là où l'on attend protection, reconnaissance et équité. Elle ne repose pas toujours sur une intention mauvaise. Elle naît souvent de l'inconscience, de la fatigue, de l'histoire personnelle des parents, ou de schémas transmis sans être interrogés. Pourtant, ces effets sont réels. Être moins écouté qu'un autre, moins cru, moins soutenu, ou toujours ramené à un rôle figé produit une blessure qui ne se manifeste pas immédiatement, mais qui s'inscrit dans la durée. Chez l'enfant, cette injustice est rarement formulée comme telle. Elle est ressentie bien avant d'être comprise. Elle devient une impression diffuse, celle de devoir mériter davantage, de ne pas être à la bonne place, ou de ne jamais être tout à fait légitime dans ce que l'on ressent. Ce qui blesse n'est pas seulement l'acte isolé, mais la répétition, l'absence de réparation, et surtout le déni. Lorsqu'une parole blessante est minimisée, lorsqu'une différence de traitement est justifiée ou niée, l'enfant apprend que sa perception ne vaut pas. C'est là que l'injustice devient structurante. Dans la relation parent-enfant, l'asymétrie est inévitable. Elle est même nécessaire. Mais l'injustice apparaît lorsque cette asymétrie n'est plus tenue avec discernement. Lorsqu'elle devient un pouvoir qui ne s'explique pas, qui ne s'écoute pas, ou qui ne se remet jamais en question. L'enfant n'a alors aucun espace pour dire ce qu'il vit. Il apprend à se taire, à s'adapter, parfois à se durcir, parfois à se dissoudre. L'injustice familiale ne se limite pas à l'enfance. Elle se prolonge souvent à l'âge adulte, sous des formes plus subtiles. Elle peut apparaître dans les attentes implicites, les comparaisons persistantes, les reproches récurrents, ou les rôles figés que l'on continue d'imposer. Certains restent à jamais celui qui doit faire des efforts, celle qui exagère, ou celui qu'on ne prend pas au sérieux. Ces assignations silencieuses sont des injustices relationnelles durables, parce qu'elles enferment l'autre dans une identité qui ne lui appartient pas entièrement. Il arrive aussi que l'injustice familiale soit le fruit d'un événement mal traversé, une séparation, une maladie, un deuil, une difficulté financière. Dans ces moments, certains sont soutenus, d'autres oubliés. Non par méchanceté, mais par déséquilibre. Pourtant, celui qui a été laissé de côté ressent profondément cette mise à l'écart. Et si cette expérience n'est pas reconnue, elle s'ajoute aux précédentes, renforçant le sentiment d'être invisible ou secondaire. Ce qui rend l'injustice familiale si complexe, c'est qu'elle coexiste souvent avec l'amour. On peut aimer et être injuste. On peut être sincère et pourtant blessé. Cette coexistence rend la parole difficile, car dénoncer l'injustice semble parfois menacer le lien lui-même. Beaucoup préfèrent alors se taire pour préserver la relation, au prix d'un renoncement intérieur. Mais ce renoncement n'est jamais neutre. Il laisse une trace, souvent silencieuse, mais persistante. Comprendre l'injustice dans la famille ne consiste pas à désigner des coupables, ni à réécrire l'histoire. Il s'agit d'abord de reconnaître que la blessure peut exister sans intention de nuire, et que la reconnaissance de cette blessure est déjà une forme de réparation. Tant que l'injustice est niée, elle continue d'agir. Lorsqu'elle est reconnue, même tardivement, quelque chose peut commencer à se déplacer. Ce chapitre ne cherche pas à juger les familles, mais à nommer un fait humain fondamental, la famille est un lieu de construction, et toute injustice qui s'y installe laisse une empreinte durable. La reconnaître, c'est déjà ouvrir la possibilité d'une relation plus juste, non parfaite, mais plus consciente. Résumé de la section. L'injustice familiale n'est souvent sans intention de nuire, mais ses effets sont profonds lorsqu'elle n'est ni reconnue ni réparée. Elle façonne silencieusement la manière dont chacun se perçoit et se situe dans la relation. La reconnaître n'est pas accuser, mais ouvrir un espace de justesse. Chapitre 2. L'injustice dans le couple.
L'injustice dans le couple est souvent plus difficile à reconnaître que dans d'autres relations, parce qu'elle se dissimule derrière l'intimité, l'attachement et l'histoire partagée. Elle ne se manifeste pas nécessairement par des actes spectaculaires ou des conflits ouverts. Elle s'installe plutôt dans des déséquilibres progressifs, presque imperceptibles, qui finissent par altérer la relation de l'intérieur. Dans un couple, l'injustice naît fréquemment lorsque la parole de l'un pèse davantage que celle de l'autre, lorsque certaines émotions sont jugées légitimes et d'autres disqualifiées, ou lorsque les besoins de l'un deviennent structurellement secondaires. Ce déséquilibre ne résulte pas toujours d'une volonté de domination. Il peut émerger de différences de caractère, d'histoire personnelle, de fatigue, ou de rôles implicites acceptés sans être réellement interrogés. Pourtant, avec le temps, ce déséquilibre produit une blessure réelle. L'injustice conjugale se nourrit souvent de ce qui n'est pas dit. Par peur de blesser, de provoquer un conflit ou de fragiliser le lien, l'un se tait. Il renonce à formuler ce qu'il ressent, espérant que les choses se réguleront d'elles-mêmes. Mais ce silence n'apaise pas la relation. Il la rigidifie. Ce qui n'est pas exprimé s'accumule, et ce qui s'accumule finit par peser. L'injustice devient alors une présence sourde, diffuse, mais constante. Un des aspects les plus délicats de l'injustice dans le couple tient à la confusion entre compromis et renoncement. Toute relation suppose des ajustements. Mais lorsque ces ajustements ne sont demandés qu'à l'un, lorsqu'ils deviennent unilatéraux et durables, ils cessent d'être des compromis. Ils deviennent une forme de renoncement à soi. Celui qui renonce trop longtemps finit par ne plus savoir ce qu'il peut demander, ni même ce qu'il est en droit de ressentir. L'injustice peut également se manifester dans la manière dont les conflits sont traités. Lorsque l'un a toujours raison, lorsque les torts sont systématiquement déplacés, minimisés ou retournés, la relation cesse d'être un espace de reconnaissance mutuelle. Elle devient un lieu où l'un doit sans cesse se justifier, s'excuser ou se taire. Cette dynamique est particulièrement destructrice, car elle atteint le cœur même de la relation, la possibilité d'être entendu sans être disqualifié. Il existe aussi une injustice plus silencieuse encore, celle qui naît de l'indifférence progressive. Lorsque l'autre n'écoute plus vraiment, ne voit plus les efforts fournis, ou considère la présence comme acquise, une forme d'injustice s'installe. Ce n'est pas une violence ouverte, mais une absence de reconnaissance. Et cette absence est souvent vécue comme une négation subtile de l'existence relationnelle. Dans certains couples, l'injustice prend la forme d'un déséquilibre émotionnel durable, l'importe la charge affective, la vigilance relationnelle, la préservation du lien, tandis que l'autre se repose sur cette disponibilité sans en mesurer le coût. Ce déséquilibre, lorsqu'il n'est pas reconnu, épuise celui qui donne. L'injustice n'est alors pas dans l'amour, mais dans son asymétrie silencieuse. Reconnaître l'injustice dans le couple ne signifie pas accuser l'autre ni remettre en cause l'ensemble de la relation. Il s'agit plutôt de discerner ce qui, dans la durée, empêche la relation de rester vivante et juste. Une relation ne devient pas injuste parce qu'elle est imparfaite, mais parce que l'imperfection n'y est plus partageable. Là où la parole n'a plus d'espace, l'injustice s'installe. Ce chapitre n'invite ni à rompre, ni à supporter. Il invite à regarder lucidement ce qui se joue lorsque l'équilibre relationnel se déplace durablement au détriment de l'un. Nommer cette injustice, c'est déjà refuser qu'elle devienne une norme. C'est ouvrir la possibilité d'un réajustement, ou, à défaut, d'une lucidité qui protège l'intégrité intérieure. Résumé de la section. L'injustice dans le couple naît souvent de déséquilibres silencieux, de paroles non entendues et de renoncements répétés. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle altère profondément la relation. La discerner permet de distinguer compromis vivant et renoncement destructeur, et de préserver une justesse intérieure au sein du lien. Chapitre 3. L'injustice éducative. L'injustice éducative occupe une place singulière, car elle se déploie là où l'autorité est censée protéger, transmettre et faire grandir. Elle se manifeste dans des contextes où l'adulte, l'institution ou le cadre éducatif dispose d'un pouvoir légitime, mais où ce pouvoir peut, parfois sans en avoir conscience, devenir source de blessures durables. Cette injustice ne prend pas toujours la forme d'une sanction excessive ou d'un acte arbitraire évident. Elle apparaît souvent dans des situations plus ordinaires, une parole qui disqualifie, une décision prise sans écoute, une règle appliquée sans discernement, ou une explication refusée au nom de l'autorité. L'enfant ou l'adolescent se retrouve alors confronté à une asymétrie totale, sans possibilité réelle de faire entendre ce qu'il vit. Dans le champ éducatif, l'injustice est d'autant plus marquante qu'elle touche un être en construction. Celui qui apprend à se situer dans le monde découvre en même temps la valeur de sa parole,
la légitimité de son ressenti et la manière dont l'autorité lui répond. Lorsqu'une injustice survient sans être reconnue, elle ne se limite pas à un événement ponctuel. Elle devient une expérience fondatrice de méfiance ou de retrait. L'un des mécanismes les plus fréquents de l'injustice éducative est la confusion entre règles et vérité. Une règle est nécessaire pour structurer un cadre collectif. Mais lorsque cette règle devient indiscutable, lorsqu'elle s'impose sans possibilité de dialogue ni contextualisation, elle cesse d'être éducative. Elle se transforme en un pouvoir qui s'exerce sans écoute. L'enfant n'est alors plus accompagné, il est soumis. Il arrive également que l'injustice éducative prenne la forme d'une accusation injustifiée. Être soupçonné de mensonge, de mauvaise intention ou de manipulation sans avoir la possibilité de se défendre crée une blessure profonde. Ce qui est atteint, ce n'est pas seulement la situation en cause, mais la confiance dans l'adulte. Lorsque la parole de l'enfant est disqualifiée d'emblée, celui-ci apprend que dire la vérité ne protège pas nécessairement, et que l'autorité peut se tromper sans jamais se corriger. L'injustice éducative est souvent renforcée par le fonctionnement institutionnel. La hiérarchie, la procédure et la solidarité entre adultes peuvent conduire à une fermeture complète du dialogue. L'enfant ou le parent qui tente d'expliquer, de nuancer ou de demander réparation se heurte alors à un mur. Cette absence de reconnaissance transforme une injustice initiale en une injustice aggravée, car elle ajoute le mépris ou l'indifférence à la blessure première. Ce qui rend ces situations particulièrement douloureuses, c'est qu'elles sont rarement reconnues comme telles par ceux qui les exercent. L'injustice est alors banalisée, justifiée par le règlement, le cadre ou l'expérience. Pourtant, pour celui qui l'a subie, l'impact est réel. Elle peut engendrer une perte de confiance durable, un sentiment d'insécurité intérieure, voire une rupture avec l'institution éducative elle-même. Reconnaître l'injustice éducative ne signifie pas remettre en cause toute autorité ni abolir les règles. Il s'agit de rappeler que l'autorité n'est juste que lorsqu'elle accepte de s'interroger. Une autorité qui ne peut jamais reconnaître une erreur cesse d'être éducative. Elle devient défensive. Or l'éducation authentique suppose une capacité à ajuster, à expliquer, parfois, à réparer. Ce chapitre ne cherche pas à opposer les enfants aux adultes, ni à disqualifier les institutions éducatives. Il invite à une vigilance éthique, celle qui consiste à se demander si la règle sert réellement la croissance de l'être, ou si elle protège avant tout le pouvoir de celui qui l'applique. Là où cette question disparaît, l'injustice trouve un terrain fertile. Résumé de la section. L'injustice éducative naît lorsque l'autorité cesse d'écouter et que la règle se substitue au discernement. Subie à un âge de construction, elle peut laisser des traces durables. La reconnaître ne fragilise pas l'autorité, elle la rend plus juste. Chapitre 4. L'injustice au travail. L'injustice au travail est souvent vécue dans un cadre où l'on attend reconnaissance, équité et clarté. Elle se manifeste pourtant de manière fréquente et parfois banalisée, tant les rapports professionnels sont structurés par la hiérarchie, la performance et les contraintes organisationnelles. Cette injustice ne prend pas toujours la forme d'un abus manifeste. Elle s'installe plus souvent dans des pratiques ordinaires, répétées, rarement interrogées. Elle apparaît lorsque les efforts fournis ne sont pas reconnus, lorsque les responsabilités sont réparties de manière inégale, ou lorsque certaines personnes portent durablement une charge que d'autres n'assument pas. Elle se révèle aussi dans les évaluations biaisées, les promotions opaques, les décisions prises sans explication, ou les sanctions appliquées sans possibilité de dialogue. Dans ces situations, ce qui blesse n'est pas seulement la décision elle-même, mais l'absence de justification et de considération. L'un des ressorts les plus puissants de l'injustice au travail est la dissymétrie de parole. Celui qui est en position d'autorité peut décider, commenter, juger, sans être exposé aux conséquences directes de ses paroles. Celui qui subit, en revanche, se trouve souvent contraint au silence par peur de représailles, de marginalisation ou de perte de sécurité. Ce silence forcé transforme des situations initialement discutables en injustice durable. Il existe également une injustice liée à la normalisation. Des pratiques injustes peuvent devenir acceptables simplement parce qu'elles sont répandues. Heures supplémentaires implicites, pression constante, exigences contradictoires, mépris discret, tout cela peut être intégré comme faisant partie du fonctionnement ordinaire. Celui qui s'en plaint est alors perçu comme fragile, inadapté ou peu engagé. L'injustice ne disparaît pas, elle change simplement de statut. Dans certains environnements professionnels, l'injustice se manifeste par l'effacement progressif de la personne derrière la fonction. Les individus sont alors évalués uniquement à l'aune de leur utilité immédiate. Leurs paroles, leur fatigue,
leurs limites deviennent secondaires. Cette réduction de l'être à son rôle crée une blessure profonde, car elle nie ce qui fait la dignité du travail humain, la reconnaissance de celui qui agit, et pas seulement de ce qui est produit. L'injustice au travail peut aussi prendre la forme d'une accusation implicite. Soupçons non formulés, remarques ambiguës, mises à l'écart silencieuses, ces procédés fragilisent durablement la confiance. Celui qui les subit ne sait plus ce qui lui est reproché, ni comment se situer. Cette incertitude permanente est en elle-même une forme d'injustice, car elle empêche toute possibilité de réponse juste. Reconnaître l'injustice au travail ne signifie pas nier les contraintes économiques, ni idéaliser les relations professionnelles. Il s'agit plutôt de discerner ce qui, dans l'organisation, dépasse la simple exigence pour devenir une atteinte à la personne. Là où l'on ne peut plus parler sans risque, là où l'erreur n'est jamais reconnue par ceux qui décident, l'injustice s'installe et se reproduit. Ce chapitre n'invite pas à la révolte ni au renoncement. Il invite à une lucidité nécessaire, celle qui permet de nommer ce qui est vécu, sans s'y dissoudre. Lorsque l'injustice est reconnue intérieurement, elle cesse de ronger silencieusement. Elle devient un point d'appui pour préserver sa dignité, même lorsque les conditions extérieures ne peuvent être immédiatement transformées. Résumé de la section. L'injustice au travail se manifeste souvent par des déséquilibres banalisés, une parole asymétrique et une reconnaissance absente. La discerner permet de préserver son intégrité intérieure sans confondre exigence professionnelle et atteinte à la dignité. Chapitre 5. L'injustice judiciaire et institutionnelle. L'injustice judiciaire et institutionnelle se distingue des autres formes d'injustice par son apparente légitimité. Elle s'exerce au nom de la règle, de la procédure, du droit ou de l'ordre collectif. Elle ne provient pas nécessairement d'une intention malveillante, mais d'un fonctionnement qui, à force de se protéger lui-même, peut perdre de vue les personnes qu'il est censé servir. Cette injustice apparaît lorsque la procédure prend le pas sur l'écoute, lorsque la décision est rendue sans que la parole de celui qui l'a subie ait été réellement entendue. Elle se manifeste dans des réponses standardisées, des délais interminables, des refus non motivés, ou des verdicts qui semblent ignorer la singularité des situations. Ce qui est vécu comme injuste n'est pas toujours la décision elle-même, mais la manière dont elle est produite et imposée. Dans le champ institutionnel, la relation est profondément asymétrique. Celui qui décide dispose du cadre, du langage, du temps et de l'autorité. Celui qui subit se trouve souvent démuni, contraint de s'adapter à un système qu'il ne maîtrise pas. Lorsque cette asymétrie n'est pas compensée par une écoute réelle et une capacité d'explication, elle devient une source majeure de souffrance. L'individu ne se sent plus reconnu comme sujet, mais traité comme un dossier. L'une des dimensions les plus douloureuses de l'injustice institutionnelle est le sentiment d'invisibilité. Les personnes concernées ont parfois le sentiment de parler sans être entendues, d'exister sans être vues. Les réponses reçues semblent interchangeables, comme si la singularité de leur situation n'avait aucune importance. Cette dépersonnalisation transforme l'institution, censée protéger, en un espace d'écrasement silencieux. Il arrive également que l'injustice soit renforcée par la solidarité institutionnelle. Lorsqu'une erreur est commise, le système tend parfois à se refermer pour préserver sa cohérence interne. La reconnaissance de l'erreur devient alors impossible, non par mauvaise volonté individuelle, mais par peur de fragiliser l'ensemble. Cette fermeture aggrave la blessure initiale, car elle prive celui qui a subi l'injustice de toute perspective de réparation symbolique. L'injustice judiciaire et institutionnelle est d'autant plus déstabilisante qu'elle laisse peu de place à la contestation. Les voies de recours existent, mais elles sont souvent longues, complexes et épuisantes. Celui qui persiste est parfois perçu comme procédurier, conflictuel ou excessif. L'injustice se double alors d'une disqualification de la parole, comme si le simple fait de demander justice devenait suspect. Reconnaître cette forme d'injustice ne revient pas à rejeter les institutions ni à nier la nécessité des règles. Il s'agit de rappeler que toute institution juste repose sur une capacité d'écoute, de discernement et de remise en question. Lorsque ces dimensions disparaissent, la légitimité formelle ne suffit plus à garantir la justice réelle. Ce chapitre n'appelle ni à la défiance systématique ni à l'acceptation résignée. Il invite à une lucidité sobre, comprendre que certaines injustices ne peuvent être immédiatement réparées, mais qu'elles doivent au moins être reconnues pour ne pas être intériorisées comme une faute personnelle. Là où l'institution échoue à reconnaître, l'individu doit apprendre à ne pas se laisser effacer. Résumé de la section. L'injustice judiciaire et institutionnelle naît lorsque la procédure supplante l'écoute et que la singularité disparaît derrière le système. La reconnaître permet de ne pas confondre légitimité formelle et justice vécue,
et de préserver sa dignité face à des structures impersonnelles. Chapitre 6. L'injustice liée au pouvoir. L'injustice liée au pouvoir se manifeste lorsque la capacité de décider, d'influencer ou d'imposer n'est plus accompagnée d'une responsabilité équivalente. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle s'exerce souvent de manière discrète, quotidienne, parfois même invisible, précisément parce qu'elle est rendue possible par une position reconnue et rarement contestée. Le pouvoir, en lui-même, n'est ni juste ni injuste. Il est une fonction, une place, une capacité d'agir. L'injustice apparaît lorsque cette capacité s'exerce sans écoute, sans contrepoids, ou sans conscience de ses effets. Celui qui détient le pouvoir peut alors agir sans avoir à se justifier réellement, tandis que celui qui le subit ne dispose d'aucun espace pour faire entendre ce qu'il vit. Cette forme d'injustice est particulièrement déstabilisante, car elle s'appuie sur une légitimité apparente. Le pouvoir est souvent associé à la compétence, à l'autorité ou à l'expérience. Lorsqu'une décision est injuste, elle peut alors être difficile à contester, non parce qu'elle est fondée, mais parce qu'elle émane d'une position reconnue. L'injustice se trouve ainsi protégée par le statut même de celui qui l'exerce. L'injustice liée au pouvoir se manifeste aussi dans l'arbitraire. Lorsque les règles semblent s'appliquer différemment selon les personnes, lorsque certaines erreurs sont tolérées et d'autres sanctionnées, un sentiment profond d'injustice s'installe. Ce sentiment est renforcé lorsque ces différences ne sont jamais expliquées. L'absence de justification devient alors une forme de domination silencieuse. Il existe également une injustice du pouvoir qui s'exerce par le mépris. Celui-ci peut être subtil, presque imperceptible, une parole condescendante, une absence de réponse, une décision prise sans consultation. Ces gestes, pris isolément, peuvent sembler mineurs. Mais répétés, ils produisent une atteinte durable à la dignité de celui qui les subit. Le pouvoir devient alors un outil de disqualification plus qu'un cadre de responsabilité. Dans certaines situations, l'injustice liée au pouvoir se nourrit de la peur. Peur de perdre sa place, peur d'être exclu, peur de subir des représailles. Cette peur maintient le silence et empêche toute contestation. L'injustice prospère alors dans un climat où chacun se protège, où la parole devient risquée, et où la soumission apparaît comme la seule option raisonnable. Reconnaître l'injustice liée au pouvoir ne signifie pas refuser toute autorité ni appeler à sa disparition. Il s'agit plutôt de discerner lorsque le pouvoir cesse d'être au service du cadre pour devenir un instrument de domination. Là où le pouvoir ne peut plus être interrogé, là où il ne se remet jamais en question, l'injustice trouve un terrain durable. Ce chapitre invite à une vigilance intérieure. Face au pouvoir, la question essentielle n'est pas seulement celle de la légitimité, mais celle de la justesse. Un pouvoir juste est un pouvoir qui accepte la limite, l'explication et, parfois, la reconnaissance de l'erreur. Lorsqu'aucune de ces dimensions n'est possible, celui qui subit doit apprendre à ne pas intérioriser l'injustice comme une faute personnelle. Résumé de la section. L'injustice liée au pouvoir apparaît lorsque l'autorité s'exerce sans responsabilité, sans écoute et sans remise en question. La discerner permet de ne pas confondre légitimité et justesse, et de préserver son intégrité intérieure face à l'arbitraire. Chapitre 7. Ce que toutes les injustices relationnelles ont en commun. Malgré la diversité des contextes dans lesquels l'injustice relationnelle se manifeste, famille, couple, éducation, travail, institution ou pouvoir, certaines constantes apparaissent. Ces constantes ne relèvent ni des situations particulières ni des intentions individuelles, mais de mécanismes humains récurrents qui, lorsqu'ils se combinent, produisent une expérience profondément injuste. La première constante est la disqualification de la parole. Dans toutes les injustices relationnelles, la personne qui subit se heurte tôt ou tard à une parole qui ne compte pas, ou qui ne compte plus. Elle peut être ignorée, minimisée, retournée contre celui qui la prononce, ou jugée illégitime avant même d'être entendue. Cette disqualification n'est pas toujours explicite. Elle peut se loger dans des réponses évasives, des silences répétés, ou des explications qui ne répondent pas réellement à ce qui est dit. Ce qui est vécu n'est alors pas seulement une décision injuste, mais l'impossibilité même de la nommer. La seconde constante est l'asymétrie durable. Toute relation comporte une part d'asymétrie, qu'elle soit liée à l'âge, au rôle, à la fonction ou à la position. L'injustice apparaît lorsque cette asymétrie cesse d'être régulée et devient structurelle. L'un peut décider, interpréter, imposer ou se taire sans conséquence, tandis que l'autre doit sans cesse s'adapter, expliquer, se justifier ou renoncer. Lorsque cette dissymétrie s'installe dans la durée, elle produit un déséquilibre profond qui ne peut être compensé par la bonne volonté seule.
Une troisième constante réside dans l'absence de reconnaissance. Dans les injustices relationnelles, ce qui blesse le plus n'est pas toujours l'acte initial, mais le refus de reconnaître qu'il y a eu blessure. Lorsqu'une injustice est niée, rationalisée ou justifiée, elle se prolonge. La personne qui l'a subie se retrouve alors face à une double atteinte, l'injustice elle-même, puis l'invalidation de ce qu'elle ressent. Cette absence de reconnaissance empêche toute réparation symbolique et enferme la relation dans une rigidité défensive. La quatrième constante est la confusion entre autorité et justesse. Dans de nombreux contextes relationnels, l'autorité est confondue avec la légitimité morale. Parce qu'une personne est parent, éducateur, supérieur hiérarchique ou représentant d'une institution, sa parole est perçue comme nécessairement fondée. Cette confusion rend l'injustice difficile à contester et pousse celui qui l'a subie à douter de sa propre perception. L'autorité cesse alors d'être un cadre protecteur pour devenir un écran qui masque l'injustice. Enfin, toutes les injustices relationnelles partagent une même conséquence, la tendance à l'intériorisation. Lorsqu'une injustice ne peut être reconnue ni réparée, celui qui l'a subie finit souvent par la retourner contre lui-même. Il se demande s'il a exagéré, s'il a mal compris, s'il est trop sensible ou inadapté. Cette intériorisation est l'un des effets les plus destructeurs de l'injustice relationnelle, car elle transforme une atteinte extérieure en un doute intérieur durable. Ce qui relie toutes ces formes d'injustice n'est donc pas la gravité des situations, mais leur structure. L'injustice relationnelle naît là où la parole est disqualifiée, où l'asymétrie n'est plus régulée, où la reconnaissance est refusée, et où l'autorité n'accepte plus de se questionner. Ces éléments, pris séparément, peuvent sembler supportables. Ensemble, ils produisent une expérience profondément déstabilisante. Comprendre ce socle commun permet de ne pas réduire l'injustice à des cas isolés ou à des fautes individuelles. Cela permet aussi de sortir d'une lecture culpabilisante, tant pour celui qui subit que pour celui qui exerce. Nommer ces mécanismes, c'est déjà refuser qu'ils agissent dans l'ombre. C'est préparer le terrain pour une réponse plus juste, qui ne confond ni lucidité et accusation, ni reconnaissance et condamnation. Résumé de la section. Toutes les injustices relationnelles partagent des mécanismes communs, disqualification de la parole, asymétrie durable, absence de reconnaissance, confusion entre autorité et justesse, et intériorisation de la blessure. Les comprendre permet de nommer l'injustice sans la réduire à des cas isolés et d'ouvrir la voie à une réponse intérieure plus juste. Chapitre 8. L'injustice du jugement identitaire. Il existe une forme d'injustice relationnelle qui ne naît pas d'un acte précis, ni même d'une parole explicite, mais d'un regard préalable posé sur l'autre. Cette injustice ne commence pas par ce qui est fait, mais par ce qui est supposé. Elle repose sur un mécanisme simple et redoutable, réduire une personne à une catégorie avant de la rencontrer réellement. L'injustice du jugement identitaire apparaît lorsque l'individu cesse d'être perçu comme un sujet singulier pour devenir le représentant d'une identité, d'un statut, d'une appartenance ou d'une condition. Dans ce cadre, la relation est faussée dès l'origine. La parole n'est plus écoutée pour ce qu'elle est, mais interprétée à travers un filtre préalable. Ce qui est dit importe moins que ce que l'on croit savoir de celui qui parle. Ce mécanisme peut prendre de nombreuses formes. Il se manifeste dans le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, lorsque l'origine réelle ou supposée devient un critère de suspicion ou de disqualification. Il se manifeste également lorsque l'orientation sexuelle précède la personne elle-même, et que l'individu n'est plus vu qu'à travers ce prisme, indépendamment de ses actes, de ses paroles ou de son histoire. Mais ce même mécanisme est aussi à l'œuvre dans des jugements sociaux plus diffus, lorsque la pauvreté est assimilée à un échec moral, lorsque la richesse est perçue comme une faute présumée, ou lorsqu'un statut social suffit à déterminer la valeur accordée à la parole de quelqu'un. Dans tous ces cas, l'injustice ne réside pas seulement dans le rejet explicite, mais dans la substitution de la relation par l'interprétation. L'autre n'est plus rencontré dans sa présence réelle, mais à travers une grille de lecture figée. Ce glissement est décisif, il empêche toute possibilité de justesse, car la rencontre n'a plus lieu. Le jugement précède l'écoute, et la conclusion est déjà écrite avant que la relation ne commence. Cette forme d'injustice est particulièrement éprouvante parce qu'elle ne laisse que peu d'espace de réponse. Celui qui est jugé identitairement découvre rapidement que ses explications ne modifient rien, que ses efforts sont invisibles, et que sa singularité ne compte pas. Il peut alors éprouver une fatigue intérieure profonde, faite de vigilance constante, d'autocontrôle, ou de retrait progressif. À force d'être interprété, il cesse parfois de se dire. L'injustice du jugement identitaire est souvent banalisée. Elle peut être relativisée, justifiée par l'habitude,
la peur, l'humour ou l'ignorance. Celui qui l'a subi se heurte alors à un déni supplémentaire, non seulement il est jugé avant d'être rencontré, mais on lui explique encore que ce jugement n'existe pas vraiment, ou qu'il devrait apprendre à ne pas y prêter attention. Cette double négation de la relation et de la blessure renferme l'injustice dans une forme silencieuse, difficile à nommer. Il est essentiel de comprendre que cette injustice ne touche pas seulement la sphère sociale ou collective. Elle atteint directement l'intériorité. Être constamment réduit à une identité imposée fragilise le sentiment de légitimité personnelle. À long terme, cette expérience peut engendrer de la colère, de l'effacement, ou une intériorisation douloureuse du regard porté sur soi. L'injustice devient alors non seulement relationnelle, mais intérieure. Reconnaître l'injustice du jugement identitaire ne consiste pas à opposer des groupes ni à hiérarchiser les souffrances. Il s'agit de nommer un mécanisme universel, celui par lequel la relation est remplacée par la catégorie, et l'écoute par l'étiquette. Là où ce mécanisme opère, la justice relationnelle devient impossible, quelle que soit l'intention affichée. Ce chapitre invite à une vigilance essentielle. La justice commence là où l'autre est rencontré avant d'être nommé, écouté avant d'être interprété, reconnu avant d'être classé. Tant que le jugement identitaire précède la relation, aucune réponse ne peut être véritablement juste, car elle s'adresse à une image, et non à une personne. Résumé de la section. L'injustice du jugement identitaire naît lorsque l'autre est réduit à une catégorie avant toute rencontre réelle. Qu'elle concerne l'origine, l'orientation, la condition sociale ou le statut, elle repose toujours sur le même mécanisme, substituer l'interprétation à la relation. La reconnaître, c'est rétablir la primauté de la rencontre sur l'étiquette. Conclusion de la partie. Nommer l'injustice pour qu'elle cesse d'agir dans l'ombre. Parler des différentes formes d'injustice relationnelle n'a pas pour but de multiplier les accusations ni d'installer un climat de défiance généralisé. Il ne s'agit pas non plus de dresser un inventaire des fautes humaines. Si ces injustices ont été nommées, décrites et mises en lumière, c'est parce qu'elles partagent un trait commun essentiel, elles prospèrent dans le silence, la confusion et l'absence de mots justes. L'injustice relationnelle agit rarement de manière frontale. Elle s'installe par glissements successifs, par habitude, par asymétries acceptées, par jugement implicite. Tant qu'elle n'est pas reconnue comme telle, elle continue d'opérer sans rencontrer de résistance. Elle devient une normalité, parfois même une évidence. Celui qui l'a subi doute alors de lui-même, de sa perception, de sa légitimité à nommer ce qu'il vit. Le premier effet de l'injustice n'est pas la révolte, mais le trouble intérieur. C'est pourquoi parler de ces formes d'injustice n'est pas un geste neutre. Les nommer, c'est déjà les déplacer. Mettre des mots précis sur ce qui était confus, c'est empêcher que la blessure se retourne contre celui qui l'a subi. La parole juste ne supprime pas immédiatement l'injustice, mais elle empêche qu'elle se dissimule derrière la banalité, l'autorité ou l'habitude. Elle redonne une place à la conscience là où l'automatisme dominait. Dénoncer l'injustice, dans ce sens, ne signifie pas condamner des personnes, mais dévoiler des mécanismes. Il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais de rendre visibles des structures relationnelles qui, sans cela, continueraient à produire de la souffrance sans être interrogées. Là où un mécanisme est nommé, il cesse d'être absolu. Il peut être reconnu, discuté, parfois corrigé. À défaut, il peut au moins être identifié, et ne plus être intériorisé comme une faute personnelle. Cette mise en lumière est déjà une forme de combat, non par la confrontation, mais par la lucidité. Une injustice reconnue perd une part de son pouvoir. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle cesse d'agir entièrement dans l'ombre. Celui qui comprend ce qu'il a vécu peut commencer à se dégager de la confusion, du doute et de la culpabilité. Il peut retrouver une position intérieure plus juste, même lorsque les conditions extérieures demeurent imparfaites. En parcourant ces différentes formes d'injustice relationnelle, ce livre n'invite ni à la méfiance systématique ni à la dureté. Il invite à un discernement attentif, capable de distinguer l'erreur de la violence, l'imperfection de l'injustice, et l'autorité légitime de l'abus silencieux. Cette distinction est essentielle, car elle prépare la possibilité d'une réponse qui ne reproduit pas ce qu'elle dénonce. La partie se clôt ainsi sur une conviction simple, parler de l'injustice, lorsqu'on le fait avec justesse et sans haine, c'est déjà refuser qu'elle continue de se transmettre aveuglément. C'est poser un acte de clarté qui protège à la fois la relation et l'intériorité. Cette clarté est le premier pas nécessaire avant d'affronter une autre forme d'injustice, plus radicale encore, celle qui ne vient pas d'un autre, mais de ce qui arrive. Partie 2 : l'injustice face aux événements. Introduction de la partie 2.
L'injustice face aux événements. Après avoir exploré les formes d'injustice qui naissent dans les relations humaines, une autre réalité s'impose, plus déconcertante encore. Certaines injustices ne proviennent ni d'une parole, ni d'un acte, ni d'un abus identifiable. Elles surgissent dans le cours même des événements, sans intention, sans décision apparente, parfois sans responsable accessible. Elles frappent là où aucune relation n'a failli, et pourtant elles blessent tout autant. L'injustice face aux événements confronte l'être humain à une limite radicale. Là où l'injustice relationnelle permet encore d'interroger une intention, un déséquilibre ou un pouvoir, l'injustice événementielle laisse souvent sans adresse. La maladie, l'accident, la perte, le deuil ou le hasard bouleversent l'existence sans fournir de justification immédiate. Le monde ne répond pas, et ce silence devient lui-même une épreuve. Cette forme d'injustice déstabilise profondément, car elle met en tension notre besoin de sens. Habitués à penser la justice en termes de responsabilité, nous cherchons naturellement une cause, une faute, un ordre moral. Lorsque rien ne se laisse identifier clairement, la souffrance risque de se transformer en colère sensible, en culpabilité diffuse ou en désespoir silencieux. L'absence de réponse peut alors être vécue comme une seconde injustice. Cette partie n'a pas pour objectif d'expliquer l'inexplicable, ni de proposer une lecture consolante des événements. Elle cherche plutôt à reconnaître la spécificité de ces injustices, afin qu'elles ne soient ni niées ni mal interprétées. Nommer l'injustice là où elle n'a pas de visage humain permet de ne pas la confondre avec une faute personnelle ou une punition déguisée. En abordant l'injustice face aux événements, le livre change de registre. Il ne s'agit plus de discerner des mécanismes relationnels, mais de traverser une expérience qui échappe largement à notre maîtrise. Cette traversée ne passe pas d'abord par la compréhension, mais par une reconnaissance sobre de ce qui arrive, sans explication forcée ni résignation prématurée. Cette seconde partie prépare ainsi un déplacement essentiel. Elle ouvre un espace où l'on peut continuer à vivre sans réponse définitive, sans que l'absence de sens ne devienne une condamnation. Ce déplacement ne résout pas l'injustice, mais il empêche qu'elle engloutisse l'ensemble de l'existence. C'est à partir de cette traversée que pourra s'esquisser, plus loin, une réponse intérieure plus juste. Chapitre 9. L'injustice sans responsable. Il existe une forme d'injustice qui déroute plus profondément que toutes les autres, parce qu'elle ne peut être attribuée à personne. Elle ne résulte ni d'un abus de pouvoir, ni d'un jugement, ni d'une relation défaillante. Elle surgit dans le cours même des événements, sans intention, sans visage, sans explication immédiate. C'est l'injustice sans responsable. Elle se manifeste dans la maladie, l'accident, la perte soudaine, le handicap, le deuil, ou toute situation où la vie bascule sans avertissement. Celui qui la subit cherche naturellement une cause, un sens, une faute éventuelle. Mais il n'y a parfois rien à désigner. Aucun coupable, aucune erreur manifeste, aucun système à dénoncer. Cette absence de responsable rend l'injustice particulièrement difficile à traverser, car elle prive la souffrance de toute adresse. Face à cette injustice, les repères habituels se dissolvent. La colère ne trouve pas de cible. La révolte ne peut se fixer. Les mots eux-mêmes semblent inadéquats. La question qui surgit alors n'est pas seulement celle de l'injustice, mais celle du sens. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi à moi ou à ceux que j'aime? Ces questions ne sont pas naïves. Elles traduisent le besoin humain fondamental de comprendre pour ne pas sombrer dans l'absurde. L'injustice sans responsable confronte l'être humain à une limite radicale, celle de son pouvoir sur le cours des choses. Là où l'injustice relationnelle permet encore une forme de réponse, de parole ou de réparation symbolique, l'injustice événementielle impose un silence brutal. Rien ne peut être corrigé. Rien ne peut être restitué. Le réel s'impose dans sa dureté, indifférent à nos attentes de justice. Cette forme d'injustice est souvent aggravée par les réactions de l'entourage. Par malaise ou par impuissance, certains cherchent à expliquer trop vite, à consoler par des phrases toutes faites, ou à donner un sens prématuré à ce qui n'en a pas encore. Ces tentatives, bien que souvent animées de bonnes intentions, peuvent ajouter une blessure supplémentaire. Elles nient la violence du choc et imposent une compréhension que la personne n'est pas en mesure d'accueillir. Il arrive aussi que cette injustice soit intériorisée comme une faute personnelle. Faute d'un responsable extérieur, certains se retournent contre eux-mêmes. Ils se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment, ce qu'ils ont mal compris, ou ce qu'ils méritent ainsi. Cette culpabilité diffuse est l'un des pièges les plus fréquents de l'injustice sans responsable. Elle ajoute au malheur une charge injuste, celle de l'auto-accusation.
Reconnaître l'injustice sans responsable, c'est d'abord accepter qu'il y ait des événements qui échappent à toute logique morale immédiate. Cela ne signifie pas renoncer à toute quête de sens, mais suspendre l'exigence d'une explication immédiate. Dans certains cas, le sens ne précède pas l'épreuve, il peut, au mieux, émerger lentement après, ou rester partiellement inaccessible. Ce chapitre n'invite ni à la résignation ni à l'endurcissement. Il invite à une lucidité sobre, admettre que certaines injustices ne peuvent être combattues comme d'autres, parce qu'elles ne relèvent ni de la relation ni de la décision humaine. La première réponse juste face à l'injustice sans responsable n'est pas l'action, mais la reconnaissance de la blessure telle qu'elle est, sans tentative de la justifier. Dans cette reconnaissance se joue quelque chose d'essentiel. Tant que l'injustice sans responsable est niée ou rationalisée, elle continue d'écraser intérieurement. Lorsqu'elle est reconnue comme telle, elle cesse d'être confondue avec une faute ou une punition. Elle redevient ce qu'elle est, un événement tragique, douloureux, injuste, mais non intentionnel. Ce chapitre ouvre ainsi un autre registre de la justice. Non plus celui de la réparation ou de la correction, mais celui de la traversée. Traverser ne signifie pas comprendre, ni accepter au sens moral. Traverser signifie rester en relation avec la vie malgré ce qui a été perdu, brisé ou bouleversé. Cette traversée sera l'objet des chapitres suivants. Résumé de la section. L'injustice sans responsable surgit dans les événements qui échappent à toute intention humaine. Elle prive la souffrance de coupable et confronte au silence du réel. La reconnaître comme injustice, sans la transformer en faute ou en punition, est le premier pas d'une traversée possible. Chapitre 10. La colère sensible. La colère est une réaction naturelle face à l'injustice. Elle naît du sentiment qu'un ordre a été rompu, qu'une limite a été franchie, qu'une atteinte a été portée à ce qui devait être protégé. Dans les injustices relationnelles, cette colère peut s'adresser à quelqu'un. Elle trouve un visage, une parole, un acte à contester. Mais face aux injustices liées aux événements, ou à certaines situations complexes, la colère se heurte souvent à un vide. Il arrive en effet qu'il y ait une responsabilité sans qu'il y ait un responsable clairement désignable. Une chaîne de décision, une négligence diffuse, un système défaillant, une erreur ancienne, un concours de circonstances humaines peuvent être en cause, sans qu'aucune personne ne puisse réellement répondre. La responsabilité existe, mais elle est diluée, fragmentée, protégée ou inaccessible. Pour celui qui subit, cela crée une situation paradoxale, la colère est là, légitime, mais elle ne sait où aller. Cette colère sensible est particulièrement éprouvante. Lorsqu'elle ne peut s'exprimer vers l'extérieur, elle cherche souvent un autre chemin. Elle peut se retourner contre soi, sous forme de culpabilité, de reproches intérieurs ou de ruminations incessantes. Elle peut aussi se figer, devenir une tension sourde, permanente, qui use sans jamais se décharger. Dans certains cas, elle se déplace vers des objets secondaires, des proches, ou des situations sans lien réel avec l'injustice initiale. L'un des dangers de cette colère est qu'elle soit disqualifiée trop vite. On explique alors à la personne qu'il faut passer à autre chose, accepter, comprendre, relativiser. Mais une colère qui n'a pas été reconnue ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle s'enfouit. Et ce qui n'a pas trouvé de parole juste finit par s'exprimer autrement, parfois de manière plus destructrice encore. La colère sensible est aussi une colère sans réparation possible. Elle ne peut s'apaiser par une reconnaissance officielle, une excuse ou une correction visible. Elle confronte à une limite difficile à accepter, celle d'une injustice qui ne sera peut-être jamais réparée extérieurement. Cette réalité ne rend pas la colère illégitime. Elle la rend simplement plus complexe à traverser. Il est important de distinguer cette colère d'un désir de vengeance. La vengeance cherche un objet précis. Elle vise à rendre coup pour coup. La colère sensible, elle, cherche avant tout une reconnaissance. Elle demande que ce qui a été vécu soit reconnu comme injuste, même si personne ne peut en répondre pleinement. Tant que cette reconnaissance fait défaut, la colère reste enfermée dans une tension sans issue. Traverser cette colère ne signifie pas l'éteindre ni la nier. Cela signifie lui donner un espace où elle peut exister sans se retourner contre soi ou contre les autres. Nommer cette colère, reconnaître qu'elle est légitime même sans responsable clairement désigné, permet déjà de la transformer. Elle cesse alors d'être une force brute pour devenir une énergie de lucidité. Ce chapitre ne propose pas de solution immédiate à la colère sensible. Il affirme simplement ceci, une colère qui ne trouve pas d'adresse n'est pas une faute. Elle est le signe qu'une injustice a eu lieu,
même si aucune réparation humaine complète n'est possible. La reconnaître, c'est éviter qu'elle se transforme en amertume ou endurcissement. C'est préparer, lentement, la possibilité d'une autre réponse, plus intérieure, plus ajustée. Résumé de la section. La colère sensible naît lorsqu'une injustice existe sans responsable accessible. Légitime mais sans adresse, elle risque de se retourner contre soi si elle n'est pas reconnue. La nommer permet de transformer une tension destructrice en lucidité intérieure. Chapitre 11. Le « Pourquoi moi ?» Le « Pourquoi moi ?» surgit presque toujours face à l'injustice liée aux événements. Il ne se formule pas comme une simple question intellectuelle, mais comme un cri intérieur, parfois muet, parfois répété, qui traduit un bouleversement plus profond encore que la colère. Ce n'est pas tant une demande d'explication qu'une tentative désespérée de maintenir un lien avec le sens, au moment même où celui-ci vacille. Cette question apparaît lorsque l'ordre implicite du monde se fissure. Elle naît de l'impression que quelque chose aurait dû protéger, prévenir, équilibrer, et ne l'a pas fait. Le « pourquoi moi » ne signifie pas nécessairement que l'on se croit plus méritant que d'autres. Il exprime plutôt l'incompréhension face à une atteinte qui semble arbitraire, déconnectée de toute logique morale immédiate. Il est fréquent que cette question soit mal comprise par l'entourage. On y voit parfois une plainte excessive, une forme d'égocentrisme ou une révolte inutile. Pourtant, le « pourquoi moi » n'est pas une revendication. Il est l'expression d'un écart brutal entre ce que l'on croyait possible et ce qui arrive réellement. Il marque le moment où l'expérience vécue ne parvient plus à s'inscrire dans les cadres habituels de compréhension. Ce questionnement peut aussi se retourner contre soi. Lorsqu'aucune réponse extérieure ne se présente, certains cherchent en eux-mêmes une cause cachée. Ils interrogent leurs choix passés, leurs décisions, leurs manquements supposés. Cette introspection peut être saine lorsqu'elle conduit à une meilleure compréhension de soi, mais elle devient injuste lorsqu'elle transforme l'événement en faute personnelle. Le « pourquoi moi » glisse alors vers un « qu'ai-je fait pour mériter cela » chargé de culpabilité et de honte. Il est important de reconnaître que cette question n'appelle pas toujours de réponse. Certaines situations ne livrent aucune explication satisfaisante, ni morale, ni rationnelle. Insister pour obtenir une réponse à tout prix peut alors ajouter une souffrance supplémentaire. Le silence du réel n'est pas nécessairement une condamnation, il est parfois simplement le signe d'une limite humaine face à l'imprévisible. Ce chapitre ne propose pas de remplacer le « pourquoi moi » par une formule plus acceptable. Il invite à respecter cette question dans ce qu'elle révèle, une tentative de rester reliée à la vie, malgré ce qui la rend soudainement étrangère. Tant que cette question est étouffée ou ridiculisée, la blessure reste active. Lorsqu'elle est reconnue comme légitime, même sans réponse, elle peut perdre de sa violence. Avec le temps, il arrive que le « pourquoi moi » se transforme. Non pas en une explication définitive, mais en un déplacement intérieur. La question cesse d'exiger une justification immédiate et devient plus silencieuse. Elle n'interroge plus seulement la cause, mais la manière de continuer à vivre avec ce qui est arrivé. Ce déplacement ne supprime pas la douleur, mais il permet une autre forme de présence à soi. Traverser le « pourquoi moi » ne signifie pas l'abandonner, ni le résoudre. Cela signifie accepter qu'il fasse partie du chemin, sans en faire un tribunal intérieur permanent. La justice, dans ce registre, ne consiste pas à obtenir une réponse claire, mais à ne pas transformer l'absence de réponse en condamnation de soi ou du monde. Résumé de la section. Le « pourquoi moi » est une question existentielle qui surgit lorsque le sens vacille face à l'injustice des événements. Elle n'appelle pas toujours de réponse, mais demande à être reconnue pour ne pas se transformer en culpabilité ou en désespoir. La traverser, c'est apprendre à vivre sans réponse définitive, sans se condamner soi-même. Chapitre 12. Traverser sans expliquer. Face à certaines injustices, vient un moment où l'exigence d'explication devient elle-même une source de souffrance. Après la colère sensible, après le « pourquoi moi », persister à vouloir comprendre peut épuiser ce qui reste de force intérieure. Il ne s'agit pas alors d'abandonner toute intelligence du réel, mais de reconnaître une limite, tout ne peut pas être expliqué sans déformer l'expérience vécue. Traverser sans expliquer ne signifie pas renoncer à penser. Cela signifie accepter que certaines épreuves ne trouvent pas leur place dans un récit cohérent immédiat. L'injustice liée aux événements confronte à un réel qui ne se laisse pas toujours ordonner par le sens. Vouloir à tout prix l'inscrire dans une logique peut conduire à des constructions artificielles, qui apaisent en apparence mais n'aident pas réellement à vivre avec ce qui a été perdu ou bouleversé.
Cette tentation de l'explication est souvent renforcée par l'entourage. Par peur du silence ou de l'impuissance, on propose des interprétations, des raisons, parfois même des justifications. Pourtant, expliquer trop vite peut être une violence supplémentaire. Cela revient à fermer un espace qui a besoin de rester ouvert, à imposer une lecture là où la blessure n'est pas prête à être lue. Traverser sans expliquer, c'est d'abord consentir à une forme de présence nue. Être là, avec ce qui est, sans chercher à l'améliorer par des mots. Cette présence n'est ni héroïque ni résignée. Elle est fragile, souvent silencieuse, parfois hésitante. Mais elle est réelle. Elle permet de rester en lien avec la vie, sans la contraindre à se justifier. Dans cette traversée, le temps joue un rôle essentiel. Le temps n'efface pas l'injustice, mais il peut modifier la manière dont elle est portée. Ce qui était insupportable devient parfois supportable, non parce qu'il a été compris, mais parce qu'il a été intégré à une histoire plus large. Cette intégration ne passe pas nécessairement par des mots clairs. Elle se fait souvent par des gestes simples, des rythmes retrouvés, une attention progressive à ce qui demeure vivant. Il est important de souligner que traverser sans expliquer n'est pas une fuite. Ce n'est pas détourner le regard ni refuser de nommer l'injustice. Celle-ci a été reconnue comme telle dans les chapitres précédents. Traverser signifie maintenant accepter de vivre avec ce qui ne se résout pas. Cette acceptation n'est pas une approbation. Elle est une manière de ne pas se laisser enfermer dans une lutte impossible contre l'irréversible. Ce chapitre ne propose pas une sagesse prématurée. Il affirme simplement que, dans certains cas, la réponse la plus juste n'est pas une explication, mais une fidélité silencieuse à la vie. Continuer à respirer, à aimer, à créer, même avec une part de non-sens. Cette fidélité n'efface pas l'injustice, mais elle empêche qu'elle devienne toute la réalité. Traverser sans expliquer ouvre ainsi un espace nouveau. Un espace où l'on cesse de demander au monde d'être cohérent pour pouvoir continuer à vivre. Ce n'est pas une victoire sur l'injustice, mais une manière de ne pas lui abandonner l'ensemble de l'existence. Cette traversée prépare alors, sans le savoir encore, un autre mouvement, celui d'une réponse intérieure qui ne nie pas la blessure, mais qui refuse de s'y réduire. Résumé de la section. Traverser sans expliquer consiste à accepter que certaines injustices ne trouvent pas de sens immédiat. Renoncer à l'explication forcée permet de préserver une présence vivante, sans nier la blessure ni transformer l'épreuve en justification. Conclusion de la partie 2. Lorsque l'injustice ne répond pas. L'injustice face aux événements ne se laisse pas saisir comme les autres. Elle échappe aux catégories habituelles, aux raisonnements moraux, aux attentes de réparation. Elle impose un silence là où l'on espérait une réponse, et ce silence, lorsqu'il n'est pas reconnu, peut devenir plus écrasant encore que l'événement lui-même. Au fil de cette partie, il est apparu que certaines injustices ne peuvent être ni expliquées ni corrigées immédiatement. Elles ne relèvent ni d'un abus de pouvoir ni d'un jugement erroné, mais d'un réel qui se déploie sans intention discernable. Chercher à leur donner trop vite un sens revient souvent à les déformer, ou à demander à celui qui souffre un effort qu'il n'est pas en mesure de fournir. Reconnaître cette limite n'est pas une défaite. C'est un acte de lucidité. Il permet de ne pas confondre l'absence de réponse avec une faute personnelle, ni l'injustice avec une punition. Là où le monde ne répond pas, il devient essentiel de préserver une justesse intérieure, afin que l'épreuve ne se transforme pas en condamnation de soi ou de la vie elle-même. Cette partie a également montré que la colère, lorsqu'elle ne trouve pas de cible, n'est pas illégitime pour autant. Elle est le signe qu'un ordre attendu a été rompu, même si aucune réparation humaine complète n'est possible. La reconnaître, sans la laisser se figer ni se retourner contre soi, constitue déjà une manière de traverser l'injustice sans s'y perdre. Traverser sans expliquer ne signifie pas renoncer à toute compréhension future. Cela signifie accepter que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, et que la vie continue malgré cette absence. Cette acceptation n'est ni une résignation ni une sagesse prématurée. Elle est une fidélité fragile mais essentielle à ce qui demeure vivant, même au cœur de l'épreuve. En se refermant, cette partie ne propose pas une sortie, mais un seuil. Elle marque le moment où l'injustice, reconnue dans toute sa dureté, cesse d'être combattue par des explications forcées. Ce seuil ouvre alors un autre espace, celui de la réponse intérieure. Non plus une réponse au sens de justification, mais une manière de se tenir face à ce qui a été vécu, sans nier la blessure ni s'y réduire. C'est à partir de ce point que peut commencer un autre mouvement. Un mouvement plus intérieur, plus silencieux, où il ne s'agit plus de comprendre ce qui est arrivé, mais de discerner comment continuer à vivre sans se trahir.
Ce mouvement constitue l'objet de la partie suivante. Partie 3 de la blessure à la réponse juste. Introduction de la partie 3. Pourquoi l'injustice nous atteint si profondément? L'injustice n'est pas seulement un événement extérieur. Elle ne se réduit pas à une décision contestable, à une sanction excessive ou à une parole malheureuse. Lorsqu'elle surgit, elle pénètre l'être, atteint le rapport au sens, et laisse souvent une trace durable. Ce qui fait souffrir dans l'injustice n'est pas uniquement ce qui arrive, mais ce que cela fait à l'intérieur, un sentiment de déséquilibre, de négation, parfois de dépossession de soi. Il existe des injustices manifestes, visibles, objectivement repérables. Elles violent des règles, bafouent des droits, abusent d'un pouvoir. Mais il existe aussi des situations plus troubles, plus ordinaires, où le sentiment d'injustice naît sans que l'on sache immédiatement s'il repose sur une faute réelle ou sur une blessure intérieure. C'est souvent là que la souffrance devient la plus difficile à porter, car elle se mêle au doute, à la colère et à l'impuissance. Ce livre ne cherche pas à trancher systématiquement entre le juste et l'injuste. Il ne propose ni recettes psychologiques, ni discours moralisateurs, ni consolation facile. Il part d'un constat plus simple et plus exigeant: l'injustice, qu'elle soit réelle ou ressentie, a le pouvoir de transformer l'être. Elle peut le durcir, l'enfermer, l'aigrir, ou au contraire l'obliger à une lucidité nouvelle sur lui-même, sur la relation et sur la manière de répondre. Car l'enjeu n'est pas seulement de savoir si l'on a eu raison ou tort. L'enjeu est de ne pas laisser l'injustice décider de ce que l'on devient. Beaucoup de souffrances prolongées ne viennent pas de l'injustice elle-même, mais de la manière dont elle est portée, ruminée, intégrée, parfois transmise. Lorsqu'elle n'est pas interrogée, l'injustice extérieure se prolonge en injustice intérieure. Gérer l'injustice ne signifie pas l'accepter ni la justifier. Cela signifie apprendre à la discerner, à la nommer, à reconnaître ce qu'elle atteint en nous, sans lui abandonner notre dignité ni notre capacité de réponse. Il s'agit de trouver une tenue intérieure qui permette de rester du côté de la vie, même lorsque la justice extérieure fait défaut. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui ont été blessés par une injustice, petite ou grande, reconnue ou niée. À ceux qui sentent que quelque chose s'est figé en eux, ou qui refusent de devenir durs à force d'avoir été atteints. Il propose un chemin de discernement et de responsabilité intérieure, non pour effacer l'injustice, mais pour empêcher qu'elle ne devienne un destin. Chapitre 13. L'injustice comme choc intérieur. L'injustice ne prévient pas. Elle surgit souvent sans préparation, au détour d'un événement ordinaire, d'une décision administrative, d'une parole mal pesée, d'un acte d'autorité ou d'un silence. Ce qui la caractérise d'abord n'est pas son ampleur, mais son effet immédiat: quelque chose se fige à l'intérieur. Le temps semble se contracter, l'esprit se heurte à un mur, et l'être éprouve une forme de sidération. Ce n'est pas normal. Cela n'aurait pas dû arriver. Ces phrases intérieures apparaissent avant toute analyse. Le choc de l'injustice n'est pas seulement émotionnel. Il est existentiel. Il touche à la cohérence que chacun porte en lui entre ce qu'il attend du monde et ce que le monde lui renvoie. Lorsqu'une injustice est perçue, cette cohérence se rompt. L'individu ne se sent plus simplement contrarié, il se sent atteint. Atteint dans sa dignité, dans sa parole, parfois dans son identité même. C'est pourquoi l'injustice laisse souvent une trace plus durable qu'une difficulté ou qu'un échec. Ce premier choc se manifeste de différentes manières. Chez certains, il prend la forme d'une colère immédiate, brûlante, qui cherche un responsable. Chez d'autres, il se traduit par un retrait, un silence, une forme d'abattement. Il peut aussi se muer en agitation intérieure, en rumination incessante, en besoin de raconter encore et encore ce qui s'est produit, comme pour vérifier que l'événement est bien réel. Quelle que soit sa forme, ce choc marque une rupture, un avant et un après. Ce qui rend l'injustice si difficile à porter, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans une logique claire de cause et d'effet. Lorsqu'une difficulté est comprise, expliquée, assumée, elle peut être intégrée. L'injustice, elle, résiste à l'intégration. Elle introduit un désordre moral. Elle donne le sentiment que les règles ne protègent plus, que la parole n'est plus entendue, que l'effort ou la bonne foi ne garantissent rien. À cet instant, le monde perd une part de sa lisibilité. Il est important de comprendre que ce choc intérieur ne dépend pas uniquement de la gravité objective de la situation. Des injustices apparemment mineures peuvent provoquer une blessure profonde, tandis que des injustices majeures peuvent parfois être portées avec une étonnante solidité. Ce qui fait la violence du choc n'est pas la mesure extérieure de l'événement, mais la manière dont il entre en résonance avec l'histoire, les attentes et les valeurs de la personne.
Très souvent, l'injustice ravive des expériences antérieures. Elle réactive d'anciennes blessures, des moments où l'on n'a pas été cru, pas été reconnu, pas été protégé. Le présent se charge alors d'un passé non résolu. Ce mécanisme explique pourquoi certaines injustices prennent une ampleur intérieure qui semble disproportionnée aux yeux d'autrui. Ce n'est pas l'événement seul qui fait mal, mais ce qui le réveille. À ce stade, l'être est vulnérable. Le choc de l'injustice ouvre une brèche. C'est dans cette brèche que peuvent s'engouffrer la dureté, le ressentiment, le désir de revanche ou le découragement. Mais c'est aussi dans cette brèche que peut naître une première lucidité, reconnaître que quelque chose a été atteint en soi, avant même de chercher à avoir raison. Cette reconnaissance est essentielle, car elle conditionne la suite. Sans elle, l'injustice risque de se transformer en identité ou en posture. Comprendre l'injustice comme un choc intérieur permet de déplacer le regard. Avant de chercher des responsables, avant de vouloir réparer ou corriger, il s'agit d'accueillir ce qui s'est produit à l'intérieur. Non pour s'y complaire, mais pour éviter que la blessure ne gouverne en silence. Ce premier pas ne résout rien encore, mais il empêche que l'injustice commence à décider à la place de l'être. Résumé, l'injustice agit d'abord comme un choc intérieur qui rompt la cohérence entre l'être et le monde. Elle atteint la dignité, fige le temps et ouvre une brèche où peuvent naître la dureté ou la lucidité. Reconnaître ce choc est la première condition pour que l'injustice ne devienne pas une identité. Chapitre 14. Le besoin de justice inscrit en l'homme. Si l'injustice provoque un choc si profond, ce n'est pas par hasard. Elle touche quelque chose de fondamental, inscrit au cœur de l'expérience humaine. L'homme n'attend pas seulement de survivre dans le monde, il attend que le monde ait un sens. La justice fait partie de cette attente silencieuse. Elle n'est pas d'abord une construction juridique ou sociale, mais une exigence intérieure, presque instinctive, qui précède toute réflexion. Dès l'enfance, l'être humain perçoit l'injustice avant même de pouvoir la nommer. Un traitement inégal, une accusation infondée, une règle appliquée de manière arbitraire sont ressentis comme une violence. Cette réaction précoce indique que le besoin de justice ne se réduit pas à un apprentissage culturel. Il est lié à la dignité, à la reconnaissance, à l'idée que chacun compte et que sa parole a un poids. La justice répond à une attente de réciprocité. Donner et recevoir, agir et être jugé selon des critères lisibles, être reconnu pour ce que l'on est et ce que l'on fait. Lorsque cette réciprocité est rompue, l'être éprouve une forme de désaccord profond avec le réel. Il ne se sent plus simplement frustré, mais trahi dans une confiance implicite. C'est cette trahison silencieuse qui rend l'injustice si difficile à accepter. Ce besoin de justice est également lié au rapport à la relation. Être traité justement, c'est être reconnu comme un interlocuteur valable, comme un sujet et non comme un objet. L'injustice, à l'inverse, réduit l'autre à une fonction, à une faute, à une interprétation. Elle nie la complexité de l'être. C'est pourquoi elle atteint non seulement celui qui l'a subi, mais aussi la relation elle-même. Là où la justice ouvre un espace de dialogue, l'injustice le ferme. Il serait toutefois trompeur de penser que ce besoin de justice garantit une lecture juste des situations. L'exigence intérieure de justice peut se mêler à des attentes excessives, à des idéaux irréalistes ou à des comparaisons biaisées. L'homme n'attend pas seulement d'être traité équitablement, il attend parfois que le monde confirme l'image qu'il se fait de lui-même. Lorsque cette image est déçue, le sentiment d'injustice peut surgir, même en l'absence d'une faute réelle. Cette ambiguïté n'annule pas le besoin de justice, elle en montre la fragilité. L'exigence de justice est juste en elle-même, mais elle peut être mal orientée. Elle peut se transformer en revendication permanente, en susceptibilité, en attente de reconnaissance sans limite. Dans ces cas-là, l'injustice ressentie ne vient pas d'un tort subi, mais d'un décalage entre l'attente intérieure et la réalité. Reconnaître que le besoin de justice est inscrit en l'homme permet d'éviter deux écueils. Le premier consiste à minimiser l'injustice, à la relativiser au point de nier la blessure qu'elle provoque. Le second consiste à sacraliser le ressenti, à en faire un absolu qui dispense de toute relecture. Entre ces deux extrêmes se tient un chemin plus exigeant, honorer le besoin de justice sans lui abandonner le discernement. Ce chapitre prépare ainsi une distinction essentielle pour la suite, celle entre la justice comme exigence intérieure légitime et le sentiment d'injustice comme interprétation possible, mais non infaillible, de la réalité. Comprendre cette distinction ne diminue pas la souffrance, elle lui donne un cadre. Elle empêche que le besoin de justice, au lieu de protéger l'être, ne se retourne contre lui.
Résumé, le besoin de justice est inscrit au cœur de l'homme et fonde son rapport au sens, à la dignité et à la relation. Il explique la violence du choc provoqué par l'injustice, mais il n'immunise pas contre l'erreur d'interprétation. Honorer ce besoin sans sacraliser le ressenti ouvre la voie au discernement. Chapitre 15. Quand l'injustice n'est pas reconnue. Il existe des injustices qui blessent par l'acte qu'elles infligent, et d'autres qui blessent plus profondément encore parce qu'elles refusent la reconnaissance. Lorsqu'une injustice est niée, minimisée ou recouverte par le silence, elle cesse d'être seulement un événement, elle devient une expérience d'isolement. Celui qui la subit ne se heurte plus seulement à une décision contestable, mais à l'impossibilité même de faire entendre ce qu'il vit. La reconnaissance n'implique pas nécessairement la réparation. Elle commence plus simplement par un geste d'écoute, par la possibilité de dire ce qui s'est passé, par la reconnaissance d'un tort possible. Lorsque cette étape fait défaut, l'injustice se double d'une blessure relationnelle. L'être ne se sent plus seulement lésé, il se sent invisible. Sa parole ne trouve aucun lieu où se déposer. Souvent, cette absence de reconnaissance s'explique par des mécanismes institutionnels ou humains bien connus. L'autorité craint d'admettre une erreur, la hiérarchie protège ses décisions, le groupe défend sa cohérence au détriment de l'individu. Ces mécanismes ne sont pas toujours animés par la malveillance, mais ils produisent néanmoins une violence réelle. Car ce qui est en jeu n'est plus la règle, mais la dignité de celui qui questionne. Lorsque l'injustice n'est pas reconnue, un déplacement intérieur s'opère. La personne concernée cesse peu à peu d'attendre une compréhension extérieure et commence à douter d'elle-même. Elle se demande si elle exagère, si elle interprète mal, si elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Cette hésitation intérieure est souvent plus destructrice que l'injustice initiale. Elle fragilise le rapport à soi. À ce stade, le risque est double. Certains s'enferment dans la colère et la revendication permanente, répétant les faits sans trouver d'écho, jusqu'à l'épuisement. D'autres se taisent, se retirent, intériorisent l'injustice au point de la retourner contre eux-mêmes. Dans les deux cas, l'injustice continue d'agir, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il est essentiel de comprendre que la reconnaissance n'est pas une faveur accordée par l'autorité, mais une nécessité humaine. Sans reconnaissance minimale, aucune injustice ne peut être véritablement traversée. L'absence de reconnaissance empêche le deuil de ce qui aurait dû être. Elle maintient l'être dans une attente sans issue, suspendu entre colère et impuissance. Pourtant, il arrive que la reconnaissance extérieure ne vienne jamais. Certaines injustices restent sans réponse, sans réparation, sans aveu. Dans ces situations, l'enjeu devient alors intérieur. Il ne s'agit plus d'obtenir reconnaissance, mais de ne pas se laisser détruire par son absence. C'est ici que commence un travail plus exigeant, qui ne renonce pas à la vérité, mais qui refuse de la conditionner entièrement au regard de l'autre. Ce déplacement ne signifie pas renoncer à toute parole ou à toute action. Il signifie accepter que la reconnaissance extérieure a des limites, et que l'on ne peut pas suspendre sa propre cohérence à ce qui ne dépend pas de soi. Tant que l'être attend d'être reconnu pour aller mieux, il reste prisonnier de l'injustice. Lorsqu'il reconnaît lui-même ce qu'il a vécu, sans le nier ni l'exagérer, une première libération devient possible. Résumé, lorsque l'injustice n'est pas reconnue, elle se transforme en isolement et en doute intérieur. L'absence d'écoute et de parole aggrave la blessure initiale. Lorsque la reconnaissance extérieure fait défaut, le travail essentiel consiste à préserver sa cohérence intérieure sans renoncer à la vérité vécue. Chapitre 16. Colère, révolte et tentation de la dureté. Face à l'injustice, la colère surgit presque inévitablement. Elle est souvent la première réponse de l'être lorsqu'il se sent atteint. Cette colère n'est pas en soi un défaut. Elle est un signal vital, une réaction de défense face à ce qui menace la dignité, la vérité ou la relation. Elle dit, quelque chose a été franchi, une limite a été dépassée. Ignorer cette colère ou la réprimer trop vite revient souvent à étouffer une part essentielle de la réaction humaine. Il convient pourtant de distinguer la colère qui protège de celle qui détruit. La première est brève, orientée, capable de parole. Elle cherche à rétablir une justice, à poser une limite, à nommer un tort. La seconde s'installe, se nourrit d'elle-même et finit par occuper tout l'espace intérieur. Lorsqu'elle se prolonge, la colère cesse d'être une réponse, elle devient une identité. L'être ne dit plus j'ai subi une injustice, il devient celui à qui l'on a fait injustice. La révolte est une autre forme possible de cette énergie. Elle peut être juste lorsqu'elle s'oppose à une injustice manifeste, lorsqu'elle refuse l'arbitraire ou l'abus de pouvoir.
Mais elle peut aussi se rigidifier, perdre son orientation et se transformer en opposition systématique. À ce stade, l'injustice initiale n'est plus le problème principal, c'est la fermeture intérieure qui prend le relais. L'être ne cherche plus à comprendre ni à répondre, mais à résister en permanence. La tentation la plus subtile, et souvent la plus dangereuse, est celle de la dureté. Après avoir été atteint, l'être peut décider, consciemment ou non, de ne plus se laisser toucher. Il se protège en se fermant. Il devient méfiant, distant, parfois cynique. Cette dureté donne l'illusion de la force, mais elle a un coût élevé. Elle altère la relation, appauvrit la sensibilité et finit par isoler celui qui s'y réfugie. Cette transformation intérieure est l'une des conséquences les plus graves de l'injustice non traversée. L'injustice n'a alors plus besoin d'être répétée extérieurement, elle s'est installée à l'intérieur. L'être commence à reproduire ce qu'il a subi, parfois malgré lui. Il devient plus dur avec les autres, moins attentif, plus prompt à juger. L'injustice initiale se prolonge sous une autre forme. Il est important de noter que cette dureté n'est pas toujours visible. Elle peut se manifester par une ironie constante, par un détachement excessif, par un refus de s'engager. Elle peut aussi prendre la forme d'une rigidité morale, où l'on exige des autres ce que l'on n'a pas reçu soi-même. Dans tous les cas, elle signale une blessure qui n'a pas trouvé de chemin de transformation. Reconnaître la colère et la tentation de la dureté ne signifie pas s'y abandonner. Cela signifie comprendre que l'injustice met l'être à l'épreuve, soit elle le conduit à se fermer pour ne plus souffrir, soit elle l'oblige à chercher une réponse plus profonde. Cette réponse ne consiste pas à nier la colère, mais à lui donner une orientation qui ne trahisse pas la vie intérieure. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il faut être en colère, mais ce que l'on fait de cette colère. Lorsqu'elle devient parole, discernement, limite posée avec justesse, elle peut contribuer à une forme de réparation. Lorsqu'elle devient rancœur, elle enferme. L'enjeu est de ne pas laisser l'énergie née de l'injustice se retourner contre l'être lui-même. Résumer, la colère face à l'injustice est une réaction vitale, mais elle peut se transformer en dureté lorsqu'elle s'installe. La tentation de se fermer pour ne plus souffrir est grande, mais elle prolonge l'injustice à l'intérieur. Donner une orientation juste à la colère permet d'éviter qu'elle ne devienne une identité ou une prison. Chapitre 17. Le temps figé de l'injustice. L'une des conséquences les plus profondes de l'injustice est son effet sur le temps intérieur. Lorsqu'une injustice survient, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Quelque chose se fige. L'événement cesse d'appartenir au passé et s'installe dans un présent perpétuel. L'être ne se souvient pas seulement de ce qui s'est produit, il le revit. La scène revient, les paroles se répètent, les images s'imposent, comme si le temps refusait d'avancer. Ce phénomène n'est pas un simple attachement émotionnel. Il traduit une impossibilité d'intégration. Un événement peut être intégré lorsqu'il trouve une place dans une histoire cohérente, lorsqu'il peut être compris, nommé, relié à un avant et à un après. L'injustice, lorsqu'elle n'est ni reconnue ni traversée, échappe à cette mise en récit. Elle reste en suspens, comme une question sans réponse, et c'est cette suspension qui fige le temps. Le temps figé de l'injustice se manifeste souvent par la rumination. L'esprit revient sans cesse sur les faits, non pour les comprendre, mais pour vérifier qu'ils sont bien réels, qu'ils n'ont pas été imaginés ou exagérés. Cette répétition intérieure n'apporte aucun apaisement. Elle maintient l'être dans l'instant du choc, comme si le présent ne pouvait plus se détacher de ce qui a eu lieu. Le futur, lui, se rétrécit. Il est envahi par la crainte que l'injustice se reproduise. Ce figement du temps a également une dimension relationnelle. Lorsqu'une injustice est liée à une personne ou à une institution, la relation reste bloquée dans l'événement. Il devient difficile de rencontrer l'autre autrement qu'à travers ce qui s'est passé. La relation cesse d'être vivante, elle devient répétition ou évitement. Même en l'absence de contact, l'autre continue d'occuper l'espace intérieur. Il est important de comprendre que ce temps figé n'est pas un choix conscient. Il s'impose à l'être comme une conséquence de la blessure. Demander à quelqu'un de passer à autre chose revient souvent à méconnaître cette réalité intérieure. On ne sort pas d'un temps figé par décision volontaire, mais par un travail de sens et de reconnaissance. Tant que l'injustice n'a pas trouvé une place, le temps ne peut pas reprendre son cours. Ce figement explique pourquoi certaines injustices continuent de faire souffrir des années après les faits. L'événement n'a pas vieilli. Il n'a pas été transformé par le temps, parce que le temps intérieur s'est arrêté. Ce n'est pas la mémoire qui fait mal,
mais l'absence de distance. L'injustice est toujours là, intacte, comme si elle venait d'avoir lieu. Traverser ce temps figé ne signifie pas oublier. Oublier n'est ni possible ni souhaitable. Il s'agit plutôt de permettre au temps intérieur de se remettre en mouvement. Cela suppose de reconnaître ce qui a été perdu, ce qui n'a pas été réparé, ce qui restera peut-être à jamais sans réponse. Tant que l'être espère inconsciemment une réparation qui ne viendra pas, le temps reste suspendu. La reprise du temps intérieur commence souvent lorsqu'une décision silencieuse est prise, ne plus attendre que l'événement se transforme de lui-même. À partir de là, l'injustice peut être intégrée non comme une parenthèse à effacer, mais comme une épreuve traversée. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse de gouverner le présent. Le temps recommence alors à s'écouler, non parce que l'injustice a été réparée, mais parce qu'elle a cessé d'occuper toute la place. Résumé, l'injustice peut figer le temps intérieur, maintenant l'être dans un présent répétitif et douloureux. Ce figement provient de l'impossibilité d'intégrer un événement non reconnu ou non réparé. La reprise du temps ne passe pas par l'oubli, mais par une transformation intérieure qui redonne au présent et au futur leur place. Chapitre 18. Quand le sentiment d'injustice n'est pas une injustice. Il arrive un moment, dans le travail intérieur face à l'injustice, où une question plus difficile se présente. Non plus, qu'est-ce qui m'a été fait? Mais, ce que je ressens correspond-il à une injustice réelle, ou à une blessure qui demande autre chose qu'une réparation extérieure? Cette question est exigeante, car elle semble menacer la légitimité même de la souffrance. Pourtant, elle est indispensable si l'on veut éviter que l'injustice ne devienne une prison intérieure. Le sentiment d'injustice est une expérience immédiate. Il surgit sans médiation, sans analyse, souvent avant même que les faits soient clairement établis. Il dit quelque chose de vrai sur l'état intérieur de celui qui le ressent, une valeur a été touchée, une attente a été déçue, une limite a été franchie. Mais ce sentiment, aussi réel soit-il, n'est pas en lui-même une preuve. Il n'est pas un jugement objectif porté sur la réalité, il est une interprétation vécue. Cette distinction est difficile à accepter, car le sentiment d'injustice se présente toujours comme moralement fondé. Il donne immédiatement raison à celui qui le ressent. Il transforme l'émotion en certitude. C'est pourquoi il est si convaincant, et parfois si trompeur. On peut souffrir sincèrement sans avoir été lésé, de même que l'on peut être lésé sans ressentir immédiatement l'injustice. La souffrance et l'injustice ne coïncident pas toujours. Il existe des situations où le sentiment d'injustice repose sur des attentes implicites. L'attente d'être reconnu, d'être remercié, d'être traité comme on se perçoit soi-même. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception peut prendre la forme d'une injustice ressentie. Dans ces cas, ce n'est pas une règle qui a été violée, mais une image intérieure qui a été démentie. La douleur est réelle, mais elle n'appelle pas la même réponse. Il arrive aussi que le sentiment d'injustice naisse d'une comparaison silencieuse. On se mesure à l'autre, à ce qu'il reçoit, à ce qu'il semble obtenir plus facilement. Lorsque cette comparaison devient centrale, elle altère la perception des faits. La réalité est alors lue à travers un prisme intérieur qui amplifie le manque et transforme toute différence en inéquité. Là encore, la souffrance existe, mais elle ne correspond pas nécessairement à une injustice objective. Reconnaître que son sentiment d'injustice peut être erroné ne signifie pas se condamner ni se dévaluer. Cela signifie accepter que l'être humain n'est pas infaillible dans sa lecture du réel. Cette reconnaissance est une étape de maturité intérieure. Elle permet de sortir d'une posture où l'on attend du monde qu'il confirme en permanence son propre ressenti. Tant que cette attente demeure, l'être reste vulnérable à chaque contrariété. Il faut cependant être précis, dire que le sentiment d'injustice n'est pas toujours une injustice ne revient pas à le disqualifier. Le sentiment est un signal, non un verdict. Il indique qu'il y a quelque chose à examiner. Mais il ne dit pas encore quoi. Le travail intérieur consiste précisément à transformer ce signal en discernement. À cet endroit, une question devient centrale, de quoi ai-je réellement été privé? D'un droit, d'une reconnaissance, d'une sécurité, ou d'une image de moi-même? Cette question ouvre un espace de liberté. Lorsqu'elle est posée honnêtement, elle permet parfois de découvrir que ce qui fait le plus mal n'est pas l'événement lui-même, mais ce qu'il vient réveiller. Une ancienne blessure, une attente non formulée, une fragilité jamais reconnue. À cet endroit, la réponse ne passe pas par la réparation extérieure, mais par une réappropriation intérieure. Il est important de souligner que ce discernement ne doit jamais être imposé de l'extérieur.
Dire à quelqu'un que son sentiment d'injustice n'est pas légitime est une violence supplémentaire. Ce chemin ne peut être emprunté que par celui qui le vit, à son rythme, lorsqu'il se sent suffisamment en sécurité pour interroger son propre ressenti. Lorsqu'il est authentique, ce questionnement ne diminue pas la dignité, il la renforce. La confusion entre sentiment et réalité est l'un des pièges les plus fréquents dans la gestion de l'injustice. Elle enferme l'être dans une attente infinie de reconnaissance ou de réparation. À l'inverse, le discernement permet de déplacer la question, non plus qui a tort, mais que vais-je faire de ce que je ressens? Ce déplacement est décisif. Il marque le passage d'une position subie à une position responsable. Ainsi, reconnaître que le sentiment d'injustice n'est pas toujours une injustice réelle n'est pas une concession faite à l'injustice. C'est une manière de refuser qu'elle gouverne l'être. C'est accepter de distinguer la douleur du verdict, le vécu de la réalité, afin de retrouver une capacité de réponse. Là où le sentiment sacralisé enferme, le discernement libère. Résumé, le sentiment d'injustice est toujours réel comme vécu, mais il n'est pas une preuve en soi. Il peut signaler une injustice objective ou révéler une blessure intérieure. Le discerner sans le nier permet de reprendre une liberté intérieure et d'orienter la réponse sans se laisser enfermer par l'émotion. Chapitre 19. Se dégager de la posture de victime. Lorsqu'une injustice est subie, surtout lorsqu'elle n'est ni reconnue ni réparée, un glissement intérieur peut s'opérer presque à l'insu de l'être. Ce glissement ne tient pas à la souffrance elle-même, mais à la manière dont elle s'installe et se prolonge. Peu à peu, l'injustice cesse d'être un événement pour devenir une position intérieure. L'être ne dit plus seulement « il m'est arrivé quelque chose d'injuste », il commence à se percevoir comme celui à qui l'on fait injustice. C'est ce que l'on peut appeler la posture de victime. Il est important de préciser que cette posture n'est pas une faute morale. Elle est une réaction compréhensible face à une atteinte non reconnue. Lorsque la parole n'a pas trouvé d'écho, lorsque la réparation a été refusée ou rendue impossible, l'être cherche une manière de maintenir la vérité de ce qu'il a vécu. La posture de victime apparaît alors comme une protection, elle empêche l'oubli, elle maintient la mémoire de l'injustice, elle donne un sens à la souffrance. Mais ce qui protège un temps peut, à la longue, enfermer. La posture de victime se reconnaît à plusieurs signes. Le récit de l'injustice devient central, parfois exclusif. Il est répété, non pour être compris, mais pour être confirmé. Toute situation nouvelle est lue à travers le prisme de ce qui a été subi. Les intentions des autres sont interprétées avec suspicion. Le monde se divise progressivement entre ceux qui ont tort et celui qui a raison. À cet endroit, la souffrance ne diminue pas, elle se structure. Ce qui rend cette posture si difficile à quitter, c'est qu'elle donne le sentiment de préserver la justice. Renoncer à la posture de victime peut être vécu comme une trahison de soi-même, comme un abandon de la vérité. Pourtant, se dégager de cette posture ne signifie ni nier l'injustice, ni l'excuser, ni l'oublier. Cela signifie refuser que l'injustice définisse durablement l'identité. Il s'agit d'un déplacement intérieur, non d'un effacement. La posture de victime comporte un autre danger plus subtil encore, elle transfère entièrement le pouvoir à l'extérieur. Tant que l'on se vit comme victime, on attend de l'autre, de l'institution, de la personne, du monde qu'il reconnaisse, répare ou s'excuse pour aller mieux. Or lorsque cette reconnaissance ne vient pas, l'être reste suspendu. Sa paix intérieure dépend de ce qui ne dépend pas de lui. Cette dépendance prolonge l'injustice au lieu de la contenir. Se dégager de la posture de victime commence par un acte intérieur précis, distinguer ce qui a été subi de ce que l'on devient. L'injustice appartient à l'histoire, l'identité, elle, reste ouverte. Ce déplacement est exigeant, car il oblige à reprendre une part de responsabilité, non pour l'injustice elle-même, mais pour la manière de la porter. Il ne s'agit pas de se rendre coupable, mais de se rendre capable. Ce passage peut susciter une résistance intérieure. On peut craindre qu'en quittant la posture de victime, l'injustice perde sa gravité, qu'elle soit banalisée. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque l'être cesse de se définir par ce qu'il a subi, il peut enfin nommer l'injustice avec justesse, sans la charger de tout son poids existentiel. Elle redevient un fait grave, mais elle cesse d'être un destin. Il est également essentiel de comprendre que ce chemin ne peut pas être imposé. Dire à quelqu'un qu'il doit sortir de sa posture de victime est une violence supplémentaire. Ce dégagement ne peut être qu'un choix intérieur, mûri, parfois lent, souvent fragile. Il suppose que la personne se sente suffisamment reconnue intérieurement pour ne plus avoir besoin de l'être extérieurement à tout prix.
Se dégager de la posture de victime ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Au contraire, cela permet souvent une action plus juste. Tant que l'on agit depuis la blessure, l'action est chargée de colère, de revanche ou de désespoir. Lorsqu'on agit depuis une position intérieure retrouvée, l'action devient plus claire, plus libre, moins dépendante du résultat. Elle ne cherche plus à réparer l'être, mais à poser un acte juste. Ce chapitre marque ainsi un tournant. Il ne clôt pas le travail sur l'injustice, il en modifie la dynamique. À partir de là, la question n'est plus seulement qu'ai-je subi ? Mais comment vais-je répondre sans me perdre ? C'est cette question qui ouvre la suite du chemin. Résumé, la posture de victime est une réaction compréhensible face à une injustice non reconnue, mais elle peut devenir une prison intérieure. S'en dégager ne signifie ni nier ni excuser l'injustice, mais refuser qu'elle définisse l'identité. Ce déplacement permet de reprendre une liberté intérieure et d'agir sans se laisser gouverner par la blessure. Chapitre 20. Répondre sans se venger. Lorsque l'injustice a été reconnue intérieurement, lorsque la colère a été identifiée sans être niée, et lorsque la posture de victime commence à se desserrer, une question décisive apparaît. Elle est simple dans sa formulation, mais exigeante dans ses implications. Comment répondre ? Non pas comment réagir, ni comment compenser, ni comment rendre coup pour coup, mais comment répondre sans se perdre. La vengeance est l'une des réponses les plus immédiates à l'injustice. Elle promet un rééquilibrage, une restauration de l'ordre par la souffrance infligée en retour. Elle donne l'illusion que le tort subi pourra être annulé par un tort rendu. Mais cette illusion est trompeuse. La vengeance ne restaure pas la justice, elle déplace la blessure. Elle transforme celui qui a subi en celui qui inflige, et enferme les deux dans une logique de répétition. Il est important de comprendre que la vengeance n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être silencieuse, différée, intériorisée. Elle peut prendre la forme du mépris, du retrait affectif, du désir secret de voir l'autre échouer. Elle peut aussi se manifester par une rigidité morale, où l'on se donne le droit d'être dur parce que l'on a été blessé. Dans tous ces cas, la vengeance ne répare pas l'injustice, elle prolonge son effet destructeur. Répondre sans se venger ne signifie pas renoncer à toute limite ni à toute parole. Cela signifie refuser que la réponse soit dictée par le besoin de faire payer. Une réponse juste ne cherche pas à équilibrer la souffrance, mais à préserver la dignité. Elle ne vise pas la satisfaction immédiate, mais la cohérence intérieure. Elle peut être ferme, claire, parfois même tranchante, mais elle ne se nourrit pas de la blessure. Ce type de réponse suppose un déplacement intérieur fondamental. Tant que l'être cherche à apaiser sa douleur par une victoire extérieure, il reste dépendant de l'autre. Répondre sans se venger, c'est accepter que la réparation intérieure ne passe pas nécessairement par la défaite de celui qui a causé l'injustice. Cette acceptation est difficile, car elle semble renoncer à une justice visible. En réalité, elle ouvre à une justice plus profonde. La réponse juste se reconnaît à un critère simple, elle n'altère pas celui qui la pose. Une réponse qui laisse un goût de dureté, de triomphe amer ou de mépris est rarement juste, même si elle est efficace. À l'inverse, une réponse qui préserve la clarté intérieure, même au prix d'un renoncement extérieur, témoigne d'une fidélité à soi. Cette fidélité est une forme de justice intérieure. Il existe des situations où aucune réponse extérieure n'est possible. L'autorité est fermée, la relation est rompue, la parole est vaine. Dans ces cas, répondre sans se venger signifie parfois renoncer à agir sur l'autre pour agir sur soi. Ce renoncement n'est pas une défaite. Il est une manière de ne pas livrer son intériorité à ce qui a blessé. Là où la vengeance maintient le lien par la haine, la réponse intérieure permet une séparation juste. Répondre sans se venger ne signifie pas effacer la mémoire de l'injustice. La mémoire demeure, mais elle change de statut. Elle cesse d'être un moteur pour devenir un repère. Elle rappelle une limite, une vigilance, parfois une décision à ne pas reproduire. Lorsqu'elle est intégrée, la mémoire n'empoisonne plus le présent, elle éclaire l'avenir. Cette manière de répondre demande du temps. Elle ne peut pas être exigée immédiatement après le choc de l'injustice. Elle suppose un travail préalable de reconnaissance, de discernement et de dégagement. Lorsqu'elle devient possible, elle marque une véritable transformation. L'injustice n'a pas disparu, mais elle n'a pas gagné. Elle n'a pas déterminé la manière d'être au monde. Répondre sans se venger, c'est refuser que l'injustice fasse de nous ce que nous ne voulons pas devenir. C'est choisir une réponse qui, même imparfaite,
reste fidèle à la vie intérieure. Ce choix n'est jamais spectaculaire. Il est souvent discret, parfois incompris. Mais il est profondément libérateur, car il rend à l'être sa capacité de réponse, là où la vengeance ne faisait que reproduire la blessure. Résumé, la vengeance promet une réparation illusoire en prolongeant la blessure. Répondre sans se venger consiste à préserver la dignité et la cohérence intérieure, même lorsque la justice extérieure fait défaut. Cette réponse ne nie pas l'injustice, mais refuse qu'elle dicte la manière de devenir. Chapitre 21. Justice extérieure et justice intérieure. Lorsqu'une injustice survient, l'attente première est presque toujours tournée vers l'extérieur. On espère une reconnaissance, une correction, une réparation. Cette attente est légitime. La justice extérieure a pour fonction de rétablir un équilibre rompu, de protéger, de sanctionner, de réparer autant que possible. Elle est nécessaire à la vie collective. Mais elle a des limites. Toutes les injustices ne sont pas reconnues, toutes ne sont pas réparées, et certaines ne le seront jamais. C'est à cet endroit précis que surgit une épreuve supplémentaire. Lorsque la justice extérieure fait défaut, l'être se trouve face à une alternative silencieuse, soit rester suspendu à ce qui ne viendra pas, soit chercher une autre forme de cohérence. Cette autre forme n'est pas un substitut commode à la justice manquante, elle est un déplacement plus exigeant. On peut l'appeler justice intérieure. La justice intérieure ne consiste pas à se rendre justice à soi-même, ni à réécrire les faits pour se donner raison. Elle ne consiste pas non plus à se consoler par des justifications morales. Elle consiste à rétablir une cohérence entre ce qui a été vécu, ce qui est reconnu intérieurement, et la manière de continuer à vivre sans se renier. Là où la justice extérieure agit sur les faits, la justice intérieure agit sur le sens. Il est essentiel de comprendre que la justice intérieure n'annule pas l'injustice extérieure. Elle ne la rend ni acceptable ni insignifiante. Elle reconnaît au contraire pleinement le tort subi. Mais elle refuse que ce tort devienne la mesure de toute chose. Elle ne nie pas la perte, elle empêche qu'elle dévore l'ensemble de l'existence. C'est en cela qu'elle est une forme de justice, elle rétablit une proportion là où l'injustice tend à tout envahir. La justice intérieure commence souvent par un acte simple et difficile à la fois, reconnaître ce qui ne sera pas réparé. Tant que l'être espère inconsciemment une reconnaissance future, un retournement de situation, une excuse tardive, il reste attaché à l'injustice. Cette attente prolonge la blessure. Accepter l'absence de réparation ne signifie pas approuver l'injustice, mais renoncer à conditionner sa paix intérieure à ce qui échappe à toute maîtrise. Cette reconnaissance ouvre un espace nouveau. Elle permet de distinguer ce qui a été atteint de ce qui demeure intact. Une injustice peut atteindre des droits, des projets, une image sociale, mais elle ne peut pas atteindre tout l'être sans son consentement intérieur. La justice intérieure consiste précisément à refuser ce consentement. Elle protège ce qui reste vivant, capable de relations, de paroles, de choix. Il existe une tentation fréquente de confondre justice intérieure et résignation. Cette confusion est compréhensible, mais elle est erronée. La résignation se soumet à l'injustice, la justice intérieure s'en sépare. Elle n'accepte pas l'injustice, mais elle cesse de lutter contre elle là où la lutte est vaine. Elle choisit ses combats. Elle agit là où une action juste est possible, et se retire là où l'acharnement ne ferait que prolonger la souffrance. Dans certains cas, la justice extérieure peut être partiellement obtenue, une parole est reconnue, une sanction est revue, une erreur est admise. Dans d'autres cas, elle ne viendra pas. Le danger est alors de croire que l'absence de justice extérieure condamne l'être à une injustice permanente. La justice intérieure contredit cette croyance. Elle affirme que, même sans réparation visible, une cohérence intérieure peut être restaurée. Cette cohérence n'est pas donnée d'emblée. Elle se construit dans le temps, par des choix répétés, souvent modestes. Elle se manifeste dans la manière de parler de l'événement, de transmettre ou non l'amertume, de poser des limites nouvelles, de se protéger sans se fermer. Chaque fois que l'être agit sans se renier, sans reproduire la dureté subie, la justice intérieure se renforce. La justice intérieure n'est pas une victoire spectaculaire. Elle ne se voit pas toujours. Elle ne convainc pas nécessairement ceux qui ont causé l'injustice. Mais elle transforme profondément celui qui la met en œuvre. Elle lui rend une liberté que l'injustice avait menacée, la liberté de ne pas être définie par ce qu'il a subi. À cet endroit, quelque chose de juste se rétablit, non dans le monde peut-être, mais dans la manière d'y habiter. Résumé, lorsque la justice extérieure fait défaut, la justice intérieure devient essentielle.
Elle ne nie ni n'excuse l'injustice, mais elle restaure une cohérence intérieure qui empêche la blessure de tout envahir. En distinguant ce qui ne sera pas réparé de ce qui peut encore être vivant, elle redonne à l'être une liberté de réponse. Chapitre 22. Pardonner, une possibilité, jamais une obligation. Le pardon est souvent évoqué lorsqu'il est question d'injustice. Il apparaît comme une injonction morale, parfois comme une exigence spirituelle, parfois comme une condition de la paix intérieure. Pourtant, mal compris, le pardon peut devenir une violence supplémentaire. Il peut nier la blessure, minimiser le tort subi, ou imposer un chemin intérieur à celui qui n'est pas prêt à l'emprunter. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder le pardon avec une grande précision. Pardonner n'est pas oublier. Oublier est rarement possible, et lorsqu'il l'est, il n'est pas toujours souhaitable. La mémoire garde la trace de ce qui a été vécu, et cette trace peut être nécessaire pour poser des limites, se protéger, ou ne pas répéter certaines situations. Le pardon n'efface pas la mémoire, il transforme la relation que l'on entretient avec elle. Là où la mémoire nourrissait la rancœur, elle peut devenir un simple repère. Pardonner n'est pas non plus excuser. Excuser revient à justifier l'acte ou à en minimiser la gravité. Le pardon, lorsqu'il est authentique, reconnaît pleinement le tort subi. Il ne cherche pas à l'adoucir ni à le rendre acceptable. Il affirme clairement, ce qui a été fait n'était pas juste. Sans cette reconnaissance, le pardon devient un déni, et le déni n'apaise jamais durablement. Il est également important de dire que le pardon ne peut pas être exigé. Lorsqu'il est imposé de l'extérieur, il devient une injonction qui écrase la temporalité intérieure. Chaque être a son propre rythme pour traverser une injustice. Forcer le pardon, c'est souvent empêcher le travail préalable de reconnaissance, de colère juste et de discernement. Un pardon prématuré est fragile, il risque de se transformer en amertume différée. Le pardon, s'il advient, ne peut être qu'une possibilité, jamais une obligation. Il survient parfois comme un déplacement intérieur inattendu, lorsque la blessure n'occupe plus tout l'espace, lorsque la justice intérieure a commencé son œuvre, lorsque la vengeance a été désamorcée. À cet endroit, l'être peut décider de ne plus nourrir de ressentiment. Non pour absoudre l'autre, mais pour se libérer lui-même d'un lien destructeur. Il existe des situations où le pardon n'est pas possible, ou pas souhaitable. Certaines injustices sont trop graves, trop répétées, trop destructrices. Refuser de pardonner dans ces cas-là n'est pas un échec moral, c'est parfois une manière de préserver la dignité et la vérité. Le non-pardon peut être une étape, un espace de protection, voire une réponse juste lorsqu'il empêche la banalisation du mal subi. Ce qui importe alors n'est pas de pardonner, mais de ne pas se laisser envahir par la haine. Il est possible de ne pas pardonner sans se venger, de ne pas pardonner sans se durcir, de ne pas pardonner tout en poursuivant un chemin de justice intérieure. La paix intérieure ne dépend pas toujours du pardon, elle dépend plus sûrement de la clarté et de la cohérence intérieure. Lorsqu'il est authentique, le pardon n'est pas un acte spectaculaire. Il est souvent discret, presque silencieux. Il ne change pas forcément la relation extérieure, il change la manière dont l'autre habite l'espace intérieur. Il met fin à une emprise. À cet endroit, le pardon n'est pas un cadeau fait à l'autre, mais un acte de liberté posé pour soi. Ainsi compris, le pardon retrouve sa juste place. Il n'est ni un idéal abstrait ni une obligation morale. Il est une possibilité offerte à l'être lorsqu'il a suffisamment traversé l'injustice pour ne plus en être prisonnier. Lorsqu'il n'est pas possible, d'autres chemins existent, tout aussi respectables, pour rester fidèle à la vie intérieure. Résumé, le pardon n'est ni l'oubli ni l'excuse, et il ne peut jamais être imposé. Il est une possibilité intérieure qui peut surgir lorsque la blessure n'occupe plus tout l'espace. Lorsqu'il n'est pas possible, la justice intérieure peut néanmoins être préservée sans se durcir ni se venger. Conclusion de la partie 3. Rester du côté de la vie. L'injustice fait partie de l'expérience humaine. Elle traverse les relations, les institutions, les familles, le travail, et parfois les existences entières. Nul n'y échappe complètement. Ce qui distingue les êtres n'est pas tant le fait d'y être confronté, mais la manière dont ils la portent, la traversent, ou s'y laissent enfermer. Ce livre n'a pas cherché à supprimer l'injustice, ni à la rendre acceptable. Il a cherché à ouvrir un chemin pour qu'elle ne devienne pas un destin intérieur. Tout au long de ces pages, une idée simple s'est dessinée, l'injustice agit d'abord à l'intérieur. Elle blesse la dignité, fige le temps, altère la relation, et menace la capacité de répondre avec justesse. Lorsqu'elle n'est pas reconnue ou réparée,
Elle tend à se prolonger sous des formes plus insidieuses, rancœur, dureté, posture de victime, désir de vengeance. C'est là que l'injustice gagne le plus de terrain, non dans les faits, mais dans l'être. Gérer l'injustice ne signifie pas la nier, ni s'y soumettre, ni la justifier. Cela signifie apprendre à la discerner, à distinguer ce qui relève d'un tort réel de ce qui relève d'un sentiment, à reconnaître ce qui ne sera pas réparé sans s'y engloutir. C'est un travail exigeant, souvent solitaire, qui demande du temps et de la lucidité. Mais c'est aussi un travail profondément libérateur, car il rend à l'être ce que l'injustice menace toujours de lui prendre, sa capacité de réponse. Rester du côté de la vie, face à l'injustice, n'est pas un idéal abstrait. C'est un choix répété, parfois fragile, parfois douloureux. C'est refuser de devenir dur pour ne plus souffrir. C'est refuser que la blessure décide à la place de l'être. C'est accepter que la justice extérieure ait des limites, sans renoncer pour autant à une justice intérieure qui protège la dignité, la relation et le sens. Ce chemin n'est ni spectaculaire ni héroïque. Il se joue dans des gestes modestes, une parole juste adressée à un enfant, une limite posée sans haine, un renoncement à convaincre à tout prix, une décision silencieuse de ne pas transmettre l'amertume. Ces gestes ne corrigent pas toujours le monde, mais ils empêchent l'injustice de se multiplier à travers nous. Il arrive que l'injustice laisse une trace qui ne disparaît jamais complètement. Certaines blessures ne se referment pas comme on le souhaiterait. Mais elles peuvent cesser d'empoisonner le présent. Elles peuvent devenir mémoire sans rancœur, vigilance sans dureté, profondeur sans fermeture. À cet endroit, l'injustice n'a pas été vaincue, mais elle a été contenue. Elle n'a pas gagné. Si ce livre a un fil conducteur, c'est celui-ci: l'homme n'est pas défini par ce qu'il subit, mais par ce à quoi il répond. L'injustice met cette vérité à l'épreuve. Elle oblige à choisir entre la répétition de la blessure et une réponse qui reste fidèle à la vie. Ce choix n'est jamais facile, mais il est toujours possible. Rester du côté de la vie, ce n'est pas être naïf ni indulgent envers l'injustice. C'est refuser quel est le dernier mot. C'est continuer à habiter le monde avec une exigence de vérité et une capacité de relation, même lorsque la justice fait défaut. C'est là, peut-être, que se joue la forme la plus profonde de justice, celle qui empêche l'injustice de nous transformer en ce que nous ne voulons pas devenir. Conclusion. Rester du côté de la vie. Ce livre n'a pas cherché à résoudre l'injustice, ni à proposer une réponse universelle à ceux qui, par nature, résistent souvent à toute solution simple. Il a tenté autre chose: nommer, distinguer, reconnaître. Non pour enfermer l'expérience humaine dans des catégories, mais pour empêcher que l'injustice agisse dans la confusion, le silence ou la culpabilité. En parcourant les injustices relationnelles, il est apparu que beaucoup de blessures naissent moins d'une intention de nuire que de mécanismes répétés, d'asymétries non interrogées et de paroles disqualifiées. Les nommer n'était pas un acte d'accusation, mais un acte de clarté. Là où l'injustice est reconnue, elle cesse déjà de se transmettre aveuglément. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son pouvoir de désorientation intérieure. En traversant ensuite l'injustice face aux événements, une autre limite s'est imposée. Certaines épreuves ne répondent pas. Elles ne se laissent ni expliquer ni réparer immédiatement. Chercher à leur imposer un sens prématuré ajoute souvent une violence supplémentaire. Reconnaître cette absence de réponse n'est pas renoncer à vivre, c'est refuser de transformer le non-sens en condamnation intérieure. À travers ces deux mouvements, une distinction essentielle s'est dessinée: il existe des injustices que l'on peut nommer, contester, parfois corriger, et d'autres que l'on ne peut que traverser. Confondre ces registres conduit soit à l'impuissance, soit à la dureté. Les distinguer ouvre la possibilité d'une réponse plus juste, adaptée à ce qui a été réellement vécu. La partie 3 a alors proposé non pas une solution, mais une orientation. Répondre à l'injustice ne signifie pas toujours agir contre elle, ni l'expliquer, ni la dépasser. Cela peut signifier apprendre à ne pas lui laisser la totalité de l'espace intérieur. Se dégager de la posture de victime, refuser la vengeance, ne pas confondre justice extérieure et justice intérieure, ce ne sont pas des idéaux abstraits, mais des manières concrètes de préserver sa dignité lorsque le monde ne se montre pas juste. Rester du côté de la vie ne veut pas dire oublier, excuser ou minimiser. Cela signifie continuer à habiter le réel sans se durcir, sans se dissoudre, sans se trahir. C'est accepter que certaines blessures demeurent ouvertes tout en refusant qu'elles deviennent l'unique prisme à travers lequel tout est perçu. Cette fidélité à la vie n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est souvent discrète, fragile, quotidienne.
Ce livre se referme donc sans promesse excessive. Il n'offre pas une réponse définitive à l'injustice, mais un chemin de discernement. Là où la justice extérieure fait défaut, il reste possible de préserver une justesse intérieure. Là où le monde ne répond pas, il reste possible de ne pas se condamner soi-même. Et là où l'injustice a laissé une trace, il reste possible de répondre sans reproduire ce qui a blessé. Rester du côté de la vie, enfin, c'est accepter que la réponse juste ne soit pas toujours visible, ni immédiate, ni même formulable. Elle se manifeste parfois simplement par le refus de céder à la haine, au cynisme ou au désespoir. Ce refus silencieux, lorsqu'il est tenu dans la durée, est déjà une forme de justice.